Bonsoir. Je propose qu'on commence à débuter le conseil de quartier. Ah bah voilà, quand on attend, monsieur le maire arrive. Plus en avance que son secrétaire. Enfin, qu'une du secrétaire, du moins. Bonjour. Donc bonsoir, merci d'être venu. Merci à monsieur le maire de nous honorer de sa présence. Merci aux adjoints de conseil de quartier. Marion ne devrait pas tarder, je crois. Elle m'a dit qu'elle ne viendra pas. D'accord. Elle est à son bureau. Ok. Elle vient de m'appeler. Je pense qu'elle aura du mal. Enfin, elle va essayer de venir, mais. D'accord. Merci à monsieur Mathieu Luineau, Julien Ripert. Merci aux membres du conseil de quartier d'être présents et merci aux habitants et habitantes d'assister à ce conseil de quartier. On a environ 2 heures pour dérouler les sujets qui sont évoqués, qui sont en fait, dans un premier temps, la présentation de l'association Aurore, après la présentation du projet de construction de nouveaux logements de Paris Habitat, situé à l'angle de la rue de la Croix-Nivert et rue Le Courbe, une information sur le PLU et une présentation de l'hôpital Vaugirard. Voilà, donc je ne sais pas si monsieur le maire vous voulez... donc on va laisser la parole à l'association Aurore pour présenter un petit peu leur activité et voilà, et échanger si besoin. Bonsoir à tous et je vous remercie de nous accorder un petit peu de votre temps. Donc, on avait émis le souhait de venir présenter l'activité qui est naissante, enfin qui a maintenant près de 2 ans sur le quartier, à savoir l'ESI du Clos-Feuquières. Très rapidement, Aurore, c'est une association qui œuvre dans le champ de l'insertion, le logement et de manière plus générale sur l'accueil des personnes les plus démunies. C'est une association qui est vieille de 150 ans, 152 ans exactement, puisqu'on a été créé en 1870 dans le 15e, au 33 rue des Cévennes, où la vocation initiale, donc il y a de cela près de 152 ans, c'est d'occuper des sortants de prison. Et du reste, c'est une structure qui est toujours là, c'est un peu la matrice d'Aurore, et elle est toujours bien présente, et avec un projet qui va évoluer au cours du temps. Aurore, c'est une association de près de 3000 salariés, près de 500 bénévoles également, et qui est présent essentiellement sur le nord de la France, un petit peu sur les Pays de la Loire, avec un fort développement notamment en Ile-de-France, en région parisienne, un énorme spot sur Paris, intramuros, et un développement assez fort aussi également sur les arrondissements, enfin, pas les arrondissements, pardon, mais les départements franciliens. Je vais vous passer la parole à Sophie Louis, qui va vous présenter l'activité du 20 rue du Clos-Feuquières, en espérant pouvoir être le plus précis possible. Je vous remercie. Donc, bonsoir à tous. Je vais tenter de vous expliquer le plus simplement possible l'activité du coup de l'ESI, donc qui était tout simplement un accueil de jour à destination d'un public en situation précaire, principalement en situation de rue, pour public isolé, donc femmes isolées et hommes isolés. Un accueil de jour, c'est quoi ? C'est un espace qui permet aux personnes de répondre aux besoins de première nécessité. Donc ils ont la possibilité d'avoir accès aux sanitaires et à une douche, de laver leur linge, de pouvoir prendre un petit déjeuner chaque matin, un café tout au long de la journée, également d'avoir accès aux travailleurs sociaux. Il y a également une permanence juridique sur place et un service de domiciliation administrative pour pouvoir avoir une adresse et effectuer leurs démarches. Sur site, il y a également 2 salles, une salle de repos plus à destination des femmes, et puis une salle de repos hommes qui est également le réfectoire. On a voulu une salle pour les femmes, puisqu'elles sont notamment moins nombreuses en situation de rue, elles ont besoin d'un lieu un petit peu plus sécurisé pour se retrouver.
On est ouvert sur des horaires qui sont très vastes, puisque l'accueil de jour est ouvert 7 jours sur 7, fermé au public le mardi matin et le mercredi après-midi, sur des amplitudes horaires qui sont variables, mais en général, en matinée, on est sur des ouvertures 8h, midi et quart, et sur les après-midi, 13h30, 18h certains jours, jusqu'à 20h le mardi et le jeudi, et le week-end jusqu'à 16h. Ça, c'est principalement les activités de l'accueil de jour qui accueillent énormément de personnes, notamment sur le service de domiciliation administrative, puisqu'il y a la possibilité de domicilier 7500 personnes. Donc effectivement, si vous passez devant le site, il est possible que, notamment à l'heure d'ouverture, 13h30, vous voyez une grande file d'attente. C'est tout simplement les gens qui viennent récupérer leur courrier. Ça, c'est le public de l'accueil de jour. À celui-ci s'ajoute le public qui vient sur la distribution alimentaire, puisque tous les soirs, à partir de 18h, il y a la distribution de 200 repas. 200 repas qui peuvent être pris du coup sur le site ou que les personnes peuvent emmener sur l'extérieur. Et un dernier service qui vient compléter du coup cette activité, une petite halte de nuit pour 14 personnes. Donc une halte de nuit, ce n'est pas de l'hébergement, c'est vraiment de la mise à l'abri, qui est censée être temporaire pour des gens qui sont très éloignés de l'hébergement. Et du coup, sur site, on accueille 10 hommes et 4 femmes sur des horaires 20h, 8h du matin. Voilà un petit peu. Donc du coup, tout ce site est géré par une équipe de professionnels. Donc au total, tous services confondus, on doit être, si je ne me dis pas de bêtises, une trentaine de professionnels. Un mélange d'agents d'accueil, de professionnels du soin, des travailleurs sociaux, un agent de sécurité également présent en journée. Donc voilà, c'est une grosse équipe au service effectivement d'un public varié, principalement en situation de rue, qui peut être aussi en situation migratoire, et exclusivement des adultes. Effectivement, j'avais oublié le petit plus de la structure et qui est amené à se développer, c'est le jardin qui est sur le toit de notre bâtiment, qui met du temps à être exploité puisqu'on a rencontré quelques difficultés, mais la volonté du site est que ce soit un espace réservé au public pour une zone de détente l'été, un endroit où il y aurait un jardinage, et sur le devant, on souhaiterait mettre en place un jardin partagé en partenariat avec le voisinage, sous forme d'association avec des adhérents pour venir cultiver une petite parcelle. Donc ça, c'est un projet qui met un peu de temps à se mettre en place, mais qui risque de voir le jour, si ce n'est pas cette année, sans doute l'année prochaine. Voilà, je pense que je vous ai fait une présentation succincte. Si vous avez des petites questions, je pense que je me ferai un plaisir d'y répondre. Oui, moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous appelez la mise à l'abri d'urgence? Qu'est-ce qui les différencie par rapport à d'autres hébergements proposés au public? Alors, tout simplement, de la mise à l'abri, c'est qu'on n'est pas du tout sur des lits. C'est-à-dire qu'on est sur des lits de camp qui sont installés chaque soir, désinstallés chaque matin, avec des gens qui ne peuvent pas laisser leurs affaires sur place, donc ils repartent chaque jour avec leurs affaires. Donc on est vraiment dans quelque chose de très précaire, où les gens effectivement peuvent bénéficier d'un espace où ils sont au chaud pour dormir, se nourrir, mais qui ne peuvent pas rester sur du long terme. C'est vraiment la première étape entre la rue et l'hébergement. Vous les aidez justement à trouver de l'hébergement quand ils arrivent en vous disant qu'ils ne savent pas où y dormir le soir? Alors, dans la mesure du possible. Forcément, si les gens souhaitent débuter un accompagnement, ils peuvent être suivis par les travailleurs sociaux, voilà, qui vont les accompagner sur toute leur démarche, mais également dans tout ce qui concerne les demandes d'hébergement, qui sont maintenant centralisées sur une plateforme qui s'appelle le SIAO. Mais pour tout ce qui est demande d'urgence même, on n'a pas de mainmise sur des places en priorité pour héberger les gens à la nuitée. On est sur un système, j'ai envie de dire, à flux tendu. Il n'y a pas assez de places d'hébergement, effectivement, pour le public en situation précaire. Vous le voyez bien, on voit qu'il y a de plus en plus de monde en rue. Et donc, du coup, non, on n'a absolument pas de place privilégiée, ou en tout cas de place à la nuitée sur d'autres structures. Alors, je voudrais juste dire un mot là-dessus. D'abord, pour rendre hommage à l'association Aurore, qui fait un travail considérable, qui est à peu près la plus importante association humanitaire dans ce secteur de l'hébergement d'urgence et de l'accueil, pour dire qu'il y a beaucoup... D'ailleurs, moi, je siège à son conseil d'administration.
de l'association, qui s'est beaucoup développée ces dernières années, dont le siège est dans le 15e d'ailleurs. Donc on suit ça de très près et on sait la compétence, l'humanité aussi de ces personnels. Je l'ai encore constaté quand j'ai inauguré ce centre il y a quelques semaines. On l'a inauguré ensemble. Et pour vous dire surtout, le problème, c'est celui effectivement du développement de la très grande précarité dans notre ville. Parce que aujourd'hui, si je vous dis que le 15e dispose de 2000 places d'hébergement d'urgence et de réinsertion sociale, CHU-CHRS, ça va vous paraître un chiffre considérable. Et malgré cela, nous n'arrivons pas à absorber le flux, si je peux dire, de toutes les personnes de plus en plus nombreuses en précarité, dans Paris d'ailleurs de façon générale. Donc il y a un développement de la pauvreté, de la précarité, des migrations aussi bien sûr. Vous voyez bien quand des campements sont démantelés dans le nord-est de Paris par milliers évidemment, un certain nombre se retrouvent un peu partout. Alors il y en a qui sont relogés, il y en a qui sont dans des structures de réadaptation, etc. Et puis il y en a qui se retrouvent dans la rue, voilà. Donc c'est là que Aurore et d'autres associations essayent de les réinsérer d'une certaine façon. Donc voilà, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Moi j'inaugure à peu près un centre d'hébergement nouveau par an quand même. Donc il y a toutes sortes de structures, hébergement, réinsertion sociale, etc. Enfin bon, tout confondu, ça fait quand même 2000 places. Et c'est vrai que c'est assez complet, même s'il y a toujours quand même des places. Donc on le voit lors de la nuit de la solidarité aussi, où on peut recenser le nombre notamment de SDF particulièrement dans l'arrondissement, dont le nombre est assez stable d'ailleurs. Mais les structures se développent de plus en plus nombreuses et sans pouvoir faire face complètement à cet afflux très important de personnes qui sont dans la rue, quoi. Mais enfin, voilà, il y a beaucoup de structures et on continue d'ailleurs à en ouvrir. Quelles sont les sources de financement de cette association ? Alors, sur ce projet-là, on a 3 sources de financement qui sont différentes. On a l'État qui finance pour une grosse partie, 50% de notre budget. Une autre partie, la ville de Paris. Et pour pas le tiers restant, mais une partie qui est assez significative, on a le recueil social, qui est une mission dédiée à la RATP. Vous savez, c'est tous les bus qui arpentent Paris pour prendre en charge les personnes qui sont à la rue. Donc le recueil social finance également cette activité. Bonjour, je me présente François Guérin, donc je me présente rapidement, je suis restaurateur dans le quartier. Donc j'ai une crêperie rue de Cadix, une sur la place Henri Rollet et une vers Javel. Donc je vous parle en tant que commerçant et habitant du quartier, parce que j'habite le quartier. J'habite vers la porte de Versailles. Voilà, c'est formidable ce que vous faites, vraiment. Enfin, parce qu'il faut le faire, surtout en cette période. Mais je trouve que l'association, elle fait beaucoup de choses dans le centre à l'intérieur de vos locaux. Mais moi, en tant que restaurateur, en tant qu'habitant, je trouve qu'à l'extérieur du centre, dans le quartier, ces personnes-là qui sont en difficulté, elles sont lâchées elles-mêmes toute la journée. Elles sont lâchées quand vous êtes fermé, elles errent dans le quartier. Ça boit dans le quartier, ça se bagarre dans le quartier. Bref, ça crée beaucoup de tensions entre eux, nous et les habitants. Donc, moi, j'aimerais savoir aussi, parce qu'il y a ce que vous faites en interne, mais est-ce que vous prévoyez de faire quelque chose, justement, peut-être quelqu'un de l'association qui, la journée, circule peut-être aussi dans le quartier pour voir un peu qu'est-ce qui se passe exactement, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors, c'est déjà des choses qui se font, puisque sur le secteur notamment du 15e arrondissement, il y a un service de l'association Aurore, qui est un service de maraude exclusivement, et du coup qui va à la rencontre du public en situation de rue. Sur tout ce qui est éventuellement aux abords de notre structure, effectivement, notre mission première, c'est de nous occuper du public lorsqu'ils sont dans nos murs, et non pas sur l'extérieur. Après, l'équipe du site
entend aussi éventuellement les désagréments que ça peut causer aux alentours, notamment dans le petit parc qui est à côté du site et sur les trottoirs aux alentours. Régulièrement, je m'entretiens notamment avec les équipes du parc, le petit parc du Clos Feuquières qui est à côté, puisqu'effectivement, il y a certains usagers qui passent beaucoup de temps dans ce parc et pour lequel ça posait des agréments. On a tenté de mettre en place des actions du coup avec l'équipe, que ce soit en journée pour faire un petit peu de prévention sur certains comportements, mais surtout en soirée pour éviter tout ce qui est dépôt notamment de déchets suite à la distribution alimentaire. Donc effectivement, on s'entretient régulièrement, que ce soit avec les agents des espaces verts, avec la police municipale, avec la police nationale également, pour essayer de faire en sorte j'ai envie de dire, de mettre quelques actions autour du centre. Après, effectivement, ce n'est pas notre mission première, et il y a d'autres services qui le font en parallèle. On n'hésite d'ailleurs pas à communiquer, à travailler entre nous pour s'échanger des informations, pour essayer d'être le plus efficient dans les rues de Paris. Voilà. Oui, d'ailleurs, juste un complément, c'est que nous avons dans le 15e organisé, depuis mon élection de maire en tout cas, un système d'articulation cohérente des maraudes dans tout l'arrondissement. Parce qu'il ne s'agit pas que la même association aille plusieurs fois dans la nuit, au contact des mêmes personnes. Donc il fallait l'organiser. Ça a été organisé il y a quelques années, de façon à ce qu'il y ait une coordination, en quelque sorte, des maraudes. Effectivement, ce secteur destiné à Aurore. Autrefois, moi j'ai connu l'époque, il y a plusieurs décennies d'ailleurs, où les personnes à la rue étaient identifiées, localisées par la préfecture de police, notamment un service spécialisé qui s'appelle la BAPSA, la Brigade d'assistance aux personnes sans abri, qui circulait avec des cars, qui contraignait de force les SDF à monter dans les cars et qui les emmenait, ce qu'on appelle la maison de Nanterre, dont certains ont entendu parler, que le centre d'accueil de soins hospitaliers Nanterre, dont j'étais le vice-président d'ailleurs pendant plusieurs années. Quand j'ai connu cet établissement, les SDF en question étaient mis dans des cellules. C'est encore des cellules carcérales. Maintenant, c'est un centre d'accueil et de soins hospitaliers où justement il y a une action de réinsertion très importante. Et puis le centre a été complètement rénové. Maintenant, ce n'est plus tout ça. D'ailleurs, le délit de mendicité a été supprimé du code pénal il y a 20 ans. Et puis, donc, les personnes, ce que font les pouvoirs publics, c'est essayer de les aider, bien sûr, sur place, les soigner, de les orienter vers des structures de réinsertion, des structures médicales, etc. On en a beaucoup dans le 15e, comme je veux dire, pas que dans le 15e, bien sûr, il y en a partout dans Paris. Mais c'est une action extrêmement difficile. Beaucoup sont très déstructurés, connaissent beaucoup de problèmes psychiatriques, sont malades. On a aussi mis en place dans le 15e une bagagerie pour que celle-ci puisse accueillir les élèves rue Lecourbe d'ailleurs, pour déposer leurs affaires, pour ensuite aller essayer de chercher du travail, aller dans des rendez-vous médicaux, etc. C'est toute une organisation assez cohérente, homogène, mais nous avons à faire face à une masse considérable. C'est ça le problème, et vous le dites. C'est vrai, j'étais dans le square Saint-Lambert, à l'heure du déjeuner, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient sur les bancs. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est qu'ils jettent par terre, parce qu'en plus, ça attire les rats, etc., et toutes ces choses-là. Mais nous essayons avec soit la police municipale, soit les personnes d'Aurore, d'essayer de les canaliser, de les réorienter, voilà. Mais ça ne peut être qu'un travail de persuasion, La coercition ne peut plus être utilisée depuis de nombreuses années. Je peux y aller ? Ah, pardon. Écoutez, monsieur le maire, mesdames, messieurs, vous avez décrit une situation que nous, riverains, vivons tous les jours. Et on a vraiment le sentiment que ça se dégrade vite. Si bien que un certain nombre d'entre nous, on s'est réunis en se disant faut essayer de faire quelque chose. Et j'ignorais personnellement qu'il y avait l'association pour la défense du square Feuquières, etc. Et on a fait un état des lieux de la situation de notre quartier, de Feuquières qui va donc jusqu'au métro Convention. On l'a créé, on a fait un collectif et qui s'appelle le collectif Feuquières Vaugirard,
pour écouter les observations et les remarques des riverains qui voient justement les populations en difficulté se multiplier, avec une aggravation de la situation, parce qu'il y a aussi beaucoup d'alcoolisme, etc. Hein. Et en ce moment, il nous semble que, enfin moi personnellement je l'ai vécu, et d'autres personnes aussi, de personnes droguées, avec l'apparition de jeunes gens sous l'emprise du crack, qui se promènent dans le quartier, que nous avons vu dans les magasins. Oui, je vous assure, madame, ce n'est pas une invention. Bon, ça, ça continue. J'écoute vos propos, ne vous en faites pas. D'accord. Et donc, eh bien, nous étions tellement... on voit notre quartier se dégrader. Moi, ça fait une petite vingtaine d'années que je connais le quartier. On l'a vu se dégrader très rapidement et encore plus maintenant. Alors, l'objectif, bien sûr, ce n'est pas de faire porter, bien évidemment, la responsabilité sur toutes les personnes sans abri, en grande difficulté, et des femmes que nous voyons aussi de plus en plus sur l'association. Mais ce qui nous a posé la question, c'est dit, mais pourquoi cette association s'est installée juste à côté du clos du jardin, où il y a toutes ces familles qui viennent régulièrement avec les enfants. Il y a beaucoup de nourrices avec des enfants. Et on en voit certaines qui sont pas très contentes parce qu'on retrouve des bouteilles cassées. Enfin bon, je passe les détails. Hein. Donc, est-ce qu'on pourrait savoir on avait l'idée aussi de demander un entretien, bien sûr, avec vous, monsieur le maire, si vous le voulez bien. Mais maintenant, on est là, et aussi et également avec un représentant de la majorité de Paris, hein, qui, quelque part, est peut-être... on peut peut-être interroger aussi là-dessus. Et qu'est-ce que je disais là parce que du coup, j'ai fait une digression. Le Clos Feuquières. Pourquoi l'établissement s'est installé pourquoi l'établissement... Voilà. Et, alors, les commerçants aussi, moi, je fréquente en tant que... Bon, je suis à la retraite, bien évidemment. Enfin, bon, et tous les commerçants, ce que j'ai vu, et j'ai vu tous les commerçants du Carrefour Convention, sortis du métro, jusqu'à la place Rollet, ils sont tous inquiets de la situation. Et leurs devantures, bien sûr, sont souvent occupées par des permanents qui prennent tout le trottoir. Enfin, vous connaissez la situation, je ne vais pas insister là-dessus. Mais moi, j'ai vu une personne qui a failli avoir un accident parce que le gobelet de la personne qui faisait qui tendait la main avait ses chiens tout autour, vous les connaissez aussi. Et la personne a failli se faire renverser parce qu'elle a dû faire un écart parce que le chien a bougé. Voilà. Alors, la question, c'était pourquoi ce lieu ? Pourquoi avez-vous choisi ce lieu juste à côté du jardin ? Et voilà, parce que c'était un quartier traditionnellement familial, beaucoup d'enfants, des étudiants, des femmes âgées. Et on a constaté des agressions. On a été agressés verbalement. On se fait traiter de tous les noms parce qu'on est vieux, on est habillé pas tout à fait pas comme eux, si j'ose dire, excusez-moi. Et on se dit, mais il faut faire quelque chose. Du coup, on s'est réunis, on dit, on va faire un collectif. Hop. Mais on sait bien que ça ne va pas régler le problème, c'est trop grave. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez choisi cet endroit-là, par exemple ? Il faut bien les mettre quelque part, ces pauvres gens. J'en suis consciente. J'ai travaillé aussi en mairie, je sais ce que c'est, toutes ces difficultés. Mais voilà, pourquoi ce lieu-là, à côté du square ? Alors, dans la genèse de ce projet-là, avant que Aurore s'installe, donc ça fera bientôt 2 ans, puisqu'on s'est installé d'abord avec une domiciliation, c'était au mois de janvier 2020, les lieux étaient déjà occupés par une autre association qui s'appelait Relais Logement, qui, à peu de choses près, faisait strictement la même chose qu'Aurore, avec beaucoup plus de difficultés par ailleurs, mais l'activité est restée la même. Ce sont des locaux qui appartiennent à la ville de Paris, et en fait, c'est une question d'opportunité. Il n'y avait pas une volonté particulière de s'installer en particulier dans le 15e, mais vous connaissez la problématique du foncier à Paris, la problématique grandissante qu'a décrit monsieur le maire, et pour le coup, c'est des éléments qu'on matché. Hein. C'est-à-dire qu'un lieu qui était occupé précédemment par Relais Logement, qui a été laissé quasiment à l'abandon pendant près d'1 an, que nous avons repris à gros coups de travaux pour que justement les personnes soient accueillies dans les manières dignes et avec les normes actuelles. Hein. Voilà. Pour autant, l'exemple que je donne toujours, c'est qu'on s'était installé il y a de ça 2 ans, et donc il y a une phase travaux qui a duré très longtemps, et durant laquelle il n'y avait absolument aucune personne qui était hébergée chez nous. Et
des riverains sont passés noirs en disant oui, mais attendez, là, il y a de plus en plus de SDF aux alentours du métro, et pourquoi vous vous en occupez pas, et pourquoi ils sont là? Ce en quoi j'ai dit, mais attendez, nous, l'établissement n'est même pas ouvert. Donc il y a aussi des situations qu'on a récupérées, et je vois très bien de quoi vous parlez quand vous parlez de cette rue, parce que c'est la rue que je prends tous les matins, et Sophie pareil, quand on va sur le lieu de travail, avec des personnes qui sont là, et je vous assure que les équipes qui sont à la fois sur site et la Maraude Ouest interviennent justement pour les prendre en charge et faire en sorte qu'ils aient un endroit un peu plus correct que le trottoir en face du Monoprix. Enfin, c'est à la place des phares, voilà. Nous, après, sur la typologie des personnes qu'on accueille au sein de la structure, sur la question des consommateurs de drogue et notamment du crack, c'est pas le public qu'on reçoit le plus. Juste parce que faut être clair, hein, Aurore s'est positionnée sur la mission crack et faire en sorte qu'il y ait des prises en charge qui soient prises au sein d'établissements spécialisés, sociaux, médico-sociaux. Pour autant, sur la structure, sauf si me dira le contraire, hein, qui est en permanence là-bas, c'est pas le public qu'on reçoit prioritairement, c'est même à la marge. Et du reste, quand on les reçoit, on a un point de vigilance qui est très particulier, parce qu'on sait que c'est un public qui est très instable, et on fait en sorte que s'ils doivent passer notamment sur la domiciliation, qu'ils aient un accès prioritaire et qu'ils partent. Mais c'est pas le public, entre guillemets, c'est pas notre cible, si je puis m'exprimer ainsi, quoi. Après, j'entends les difficultés que peuvent rencontrer les riverains, les commerçants. On se tient à votre écoute, on l'a déjà fait une première fois, on se tient à votre écoute, c'est nous qui avons demandé à participer au conseil de quartier pour pas rester derrière simplement l'idée, il y a Aurore, il y a cette association, qu'est-ce qu'ils font derrière ces murs, on ne pratique pas la politique de la chaise vide, et donc l'idée encore une fois c'est que n'hésitez pas aussi à passer le portail, à rencontrer l'équipe, hein, c'est une équipe qui est là en permanence, et ce sera avec beaucoup de plaisir en tout cas qu'on vous présentera les locaux, et qu'on sera là aussi pour écouter vos problématiques. On est en lien permanent avec la police municipale, on est en lien permanent avec le commissaire de police, justement, et à regarder s'il y a des faisceaux, des choses qui pourraient nous montrer qu'il y a une hausse de la criminalité ou des délits divers et variés. Donc on est extrêmement vigilant par rapport à ça. Alors effectivement, comme l'a précisé Monsieur le maire, notre marge de manœuvre, elle est somme toute assez réduite, et on ne peut être que dans l'éducatif, hein, reprendre les gens sur leur comportement, etc. Ça nécessite un peu de temps. On a le sentiment qu'il y a des situations qui s'améliorent. Il y a des gens qui ont pu être pris aussi en charge dans des vraies structures d'hébergement, donc qui sont sortis de la rue. Mais tout ça, c'est un travail de longue haleine. Et encore une fois, moi, ce que je peux vous dire, c'est que n'hésitez vraiment pas à venir à la rencontre des équipes pour avoir encore plus d'explications, plus de renseignements. Et puis aussi, c'est une manière aussi de rencontrer les gens que vous rencontrez, quoi qu'il en soit, tous les jours. Je voudrais compléter cette réponse d'ailleurs en disant que c'est une très bonne chose déjà, et c'est à dessein que le conseil de quartier a choisi et que l'association Aurore ce soir vienne exprimer et expliquer ce qu'elle faisait. Et puis on la remercie d'avoir accepté aussi, bien sûr, parce qu'ils ont un travail extrêmement délicat et difficile à faire. Deuxièmement, ce site a toujours une vocation sociale. Moi, depuis que je suis maire, j'ai toujours connu ce site avec une vocation sociale plus ou moins affirmée, plus ou moins développée. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un endroit qui a été choisi à dessein. Nous en avons des dizaines dans le 15e, de centres comme ça, des dizaines. Je vous dis, 2000 places. Il y a des centres qui ont 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes. Il y en a des dizaines. Parce que nous avons affaire à une vague de précarité, de migration qui est partout. Et d'ailleurs, ce qui est grave, et vous l'avez dit, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont dans le quartier, comme ils sont dans tous les quartiers de Paris, et qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans votre structure, mais qui sont là dans la rue parce que voilà, ils arrivent sur Paris comme ça et ils ne savent pas où aller. Et donc, on ne peut pas, encore une fois, user de la coercition, que je vous le disais. En revanche, c'est vrai qu'il y a un lien très étroit avec les services de police nationale et police municipale. Bien sûr, il y a davantage de patrouilles dans ce secteur. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons, alors évidemment, il y a toujours un manque d'effectifs, mais nous avons perçu, là, depuis quelques mois, 30 policiers nationaux supplémentaires dans le 15e, donc qui sont affectés dans les différentes patrouilles. Ça va permettre de renforcer les patrouilles. Et nous attendons la montée en charge de la police municipale, qui aujourd'hui met en place, disons, une quinzaine de patrouilles dans le 15e, mais qui doit monter en charge jusqu'à une centaine de personnes, quoi, vous voyez, de policiers municipaux. Mais bon, il faut le temps de les recruter. D'ailleurs, c'est difficile de les recruter parce qu'il n'y a pas tellement de volontaires, hein, comme pour les enseignants, les infirmières, les auxiliaires de puériculture, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, c'est très difficile aussi. Mais c'est un secteur qui est quand même très sous surveillance. Alors, ça n'empêche pas des écarts, comme vous le disiez. Et je pense que ce serait intéressant qu'on puisse, avec votre collectif,
et nous-mêmes, enfin, venir sur place pour parler avec les équipes qui pourront vous dire ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas. Peut-être que vous pourrez leur proposer aussi des choses à faire. Enfin, vous voyez, il y a, je pense, quelque chose dans le quartier qui doit être fait pour qu'il garde sa physionomie à laquelle nous sommes tous attachés. Un quartier tranquille, sans excès de part et d'autre, de personnes qui pourraient effectivement commettre des infractions. Quant au crack, alors franchement, moi je suis en contact quotidien avec la police, évidemment. Nous n'avons jamais eu d'affaire de crack dans le 15e et à cet endroit. Et il y a peut-être des consommateurs qui viennent d'ailleurs, etc. Mais il n'y a aucun trafic et aucun acte de consommation, à ma connaissance. Et la police est extrêmement vigilante, surtout vous savez qu'il y a un plan crack à Paris qui mobilise beaucoup de moyens et qui met sous surveillance, si je peux dire, tout Paris et surtout le nord-est, parce que c'est là-bas que ça se passe. D'abord, ça peut être de la cocaïne, c'est pas forcément que du crack, ça peut être très marqué, ça peut être un alcoolisme très fort, ça peut être aussi du cannabis avec un très fort taux de tétrahydrocannabinol, qui maintenant fait le même effet qu'un certain nombre de substances beaucoup plus dangereuses. Enfin, toutes sortes de drogues, des drogues de synthèse aussi, qui rendent un peu dingue. Enfin bon, ça peut être, évidemment, ça, il y a des consommations de produits psychotropes très nombreuses, hein, et surtout dans cette population, c'est vrai, qui est très déstructurée. Enfin, bien sûr, vous le voyez bien. Mais bon, voilà, c'est pas suffisant de donner cette explication. Il faut encadrer, remédier, réorienter, prendre en charge, accompagner, pour que ces nuisances, vous n'ayez pas à les subir. Parce que finalement, c'est vous qui êtes là et qui les subissez. Donc c'est ça notre objectif. C'est à la fois, c'est un double objectif très difficile, d'accueillir ces personnes dans ces centres, dans tout le 15e, dans tout Paris, et en même temps que, justement, par l'accueil qui est fait, l'accompagnement, l'orientation, que vous n'ayez pas à subir, vous, les conséquences, les nuisances de tout ça. C'est très compliqué à faire, bien sûr. Mais c'est la politique qu'on essaie de mener, je vous dis, avec des renforts là, d'effectifs récents, et de dispositifs en matière de... Ouais, d'accord. On a les caméras aussi, d'ailleurs. Et alors, il y a aussi autre chose qu'on avait fait. Moi, j'avais fait voter un vœu il y a quelques années, sous une mandature précédente, un vœu du conseil de quartier, d'ailleurs, qui avait présenté un aménagement du square du Clos Feuquière. Vous vous souvenez, où la ville... Alors, on a quand même mené un combat avec succès, puisque la ville devait construire des bâtiments qui ne vous plaisaient pas, et moi non plus, d'ailleurs. Et pour le moment, on ne les a jamais construits. On a pu faire adopter un vœu en Conseil de Paris pour empêcher ce projet. Et aujourd'hui, ce projet n'est plus. Mais voilà, il y a d'autres problèmes qu'il faut gérer. Pour revenir sur Monsieur le maire, bonsoir. Pour revenir sur l'association, donc nous avions pris les devants parce que nous avions sollicité une réunion avec l'association avec laquelle on essaye d'avoir les meilleures, on va dire, relations, et on a des très bonnes, je pense, relations. Moi, je voudrais, la dernière fois, lorsqu'on a sollicité cette réunion du voisinage de l'association, on était finalement assez nombreux et les discussions étaient fort intéressantes. Mais effectivement, il n'y avait pas de représentant de la mairie, et c'est pour ça que je voulais essayer de trouver une corrélation entre l'action que peut mener la mairie en aidant, entre guillemets, l'association, pour que nous ne subissions pas, parce qu'il n'est absolument pas question de remettre en cause l'association et son action, qui est, je trouve, également remarquable, mais il faut aussi prendre en compte les riverains, ceux qui habitent dans les immeubles tout autour. Moi, je vous le dis franchement, si je ne connaissais pas l'activité de l'association, je pourrais porter plainte à partir de 6h30 le matin jusqu'à minuit. Et je pourrais le faire tous les jours. Je ne le fais pas parce qu'évidemment, c'est l'association et j'ai beaucoup d'admiration pour leur travail. Mais effectivement, ce lieu, il faut l'améliorer. Nous en avons déjà parlé. Hein. Je sais qu'il y a un acousticien qui doit venir pour améliorer. Ce lieu, il faut l'améliorer pour qu'effectivement, les choses se passent correctement et que le voisinage, justement, puisse être en bonne corrélation avec cette association. Et on en a parlé donc avec l'association, et je voulais savoir du côté de la mairie s'il y avait des choses prévues, quels étaient les échanges que vous aviez entre vous. Et nous avions sollicité le fait que la cour soit couverte
partiellement, ou parce qu'effectivement, je pense que déjà, on en a parlé avec tous les voisins, si 50% du bruit était absorbé, je pense déjà on vivrait mieux. Mais moi, je vous le dis franchement, le matin, et je parle au nom, je pense, parce qu'on parle souvent avec les voisins, le matin, à partir de 6h30, je suis réveillé par les gens de l'association et je m'endors à minuit et demi en évitant tous les soirs d'ouvrir mes fenêtres pour crier en leur disant « taisez-vous ». Voilà. Mais ça n'est effectivement en aucun cas une remise en cause de l'association. Moi, ça n'est pas ma position, mais j'aimerais qu'on trouve des solutions tous ensemble pour vivre avec cette association, et je pense que c'est parfaitement possible. Mais il faut maintenant proposer des solutions, parce que entre la réunion que nous avions sollicitée il y a maintenant 2 mois, hein, je crois, à peu près 2 mois, et au jour d'aujourd'hui, je le dis franchement, les choses se sont aggravées. Voilà. Et j'avoue que je suis un peu... je me dis, soit j'ai été naïf en pensant que les choses allaient s'améliorer, mais non, je suis quelqu'un de positif et je crois qu'on va trouver des solutions, mais il faut que tout le monde se mette ensemble, et notamment la mairie, alors je ne sais pas si c'est la mairie du 15e ou la mairie centrale, qui effectivement a octroyé ce lieu à cette association, et je pense qu'il y a une responsabilité de la mairie à ce niveau-là. Alors d'abord, Aurore, je ne dis pas que c'est une émanation de la mairie, mais quasiment, parce que Aurore est subventionnée, on l'a dit tout à l'heure, par la mairie, qui lui donne un agrément pour mener tout un tas d'opérations dans Paris. On vous a dit combien? 3000 salariés, c'est ça? Oui. 3000 salariés dans cette association. Oui, c'est colossal. Donc il y a énormément de travail. Donc c'est la mairie qui la mandate pour faire tout ça. Enfin, quand je dis la mairie de Paris, bien sûr, ça ne reste pas de la mairie du 15e. Ce centre appartient à la mairie de Paris. Ce n'est pas un équipement transféré. Il y a un certain nombre d'équipements transférés au maire du 15e, les écoles, les crèches, les jardins, tout ça. Mais ça, c'est un équipement qui relève directement de la direction de la solidarité, de la direction des solidarités de la mairie de Paris. C'est pas pour me défausser que je dis ça, parce qu'on travaille main dans la main forcément dans ce genre de situation, et pour ces politiques sociales et humanitaires, on est obligé de travailler tous ensemble, comme vous le dites. Quelles que soient nos positions politiques, ça c'est pas le sujet. Et donc évidemment, c'est la raison pour laquelle on a conçu ensemble d'une certaine façon tous le dispositif, et que s'il y a, effectivement, il y en a. Moi je suis passé plusieurs fois, j'ai bien vu la configuration des lieux aussi dans la rue, dans le centre que je connaissais depuis longtemps, la façon dont ça se passe. C'est vrai qu'à partir du moment où on accueille et qu'il y a cet espace libre, ça pose des problèmes, j'imagine, pour ceux qui habitent en face, peut-être comme vous, ou sur le bâtiment. Voilà, c'est une caisse de résonance. En plus, le matériau qui est espèce de béton, là, tout ça, ça résonne énormément. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'acoustique, ça, c'est clair. Donc, il y a des discussions avec la mairie centrale. Ça ne peut pas figurer sur un budget de mairie d'arrondissement, ce n'est pas dans nos compétences. Mais il y a des discussions avec la mairie centrale sur l'amélioration des lieux. Voilà, après, il faut trouver le financement. Mais pour vous aussi, c'est ce que vous souhaitez, je le sais bien. Parce on partage le point de vue. Puis, alors, je reprécise que en fait, c'était la démarche d'Aurore d'aller à la rencontre des voisins, parce que c'est nous qui avions fait une invitation pour rencontrer les voisins, et c'est pas l'inverse. C'est juste pour préciser qu'on est vraiment dans une démarche active en la matière, de ne pas se dédouaner, de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide, d'être vraiment aux côtés des personnes, que ce soit les personnes qu'on accueille, mais aussi des riverains. Alors effectivement, quand on s'était vu, on avait parlé de soucis, enfin, le fait de la cour, après on ne va pas rentrer dans un débat qui est très technique, cette cour-là, quelqu'un éternue au bout de la cour, j'ai l'impression que tout le quartier en profite. Ce qui fait effectivement cette caisse de résonance qui est difficilement supportable pour les riverains, pour les salariés, enfin pour tous. Bon. Donc l'acousticien va arriver dans 15 jours. On a enfin eu des nouvelles par rapport à ça. Alors, je vous dis ça, j'espère qu'on aura une recette miracle. Bon, après tout, on arrive sur la période de Noël, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, tout ce qui est technique, etc., c'est en cours de se mettre en marche. Et on avait dit que dès qu'on aurait une date, on reviendrait vers vous. Et du reste, dans le marché qui est proposé à l'acousticien, c'est aussi d'aller en périphérie du clos pour savoir ce qui se passe véritablement, et ensuite verra la question de la mise en œuvre de moyens techniques.
c'est pas tant la question du budget, parce que je pense que l'État a une oreille attentive et souhaite que ça se passe le mieux possible, aussi bien Oui, que oui, la c'est centrale. vrai. On parle de la mairie, mais quand on inaugurait ce centre, c'est en présence de la préfecture. Absolument. Bien sûr, oui. l'État a un rôle d'ailleurs principal en matière Oui. d'hébergement des personnes à la rue, hein, et contribue au financement de façon importante d'ailleurs. 50% du budget, Donc c'est financé, État, Ville de Paris, oui. du 15e éventuellement. Et donc il y a deux choses là aujourd'hui qui me paraissent faire l'objet de modifications. C'est effectivement la couverture de la cour d'une manière ou d'une autre. Mais ça, il faut voir ce que disent les acousticiens, enfin les ingénieurs, les techniciens, comment faire en sorte que cette cour ne soit pas cette caisse de résonance. Et deuxièmement, je dis aussi à l'association, parce que ce qu'elle fait est formidable, mais de voir aussi, bon, vous évidemment vous gérez le centre, mais que dans la rue du Clos Feuquières, il puisse y avoir assez régulièrement des personnes, je sais que vous y songez, que vous le faites, mais des personnes de chez vous qui viennent pour raisonner un peu des populations parfois difficiles qui peuvent causer des nuisances. Sophie avait rencontré la personne qui est en charge des espaces verts, et c'est vrai que de ce moment-là jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a un effort significatif qui a été mené. En tout cas, c'est les retours qu'on a et c'est les retours qu'a Sophie, notamment avec des équipes qui interviennent en journée et en soirée, notamment en soirée, parce que la distribution alimentaire se fait le soir. En gros, à 19h30, la distribution est finie. Et donc, l'émission des personnes qui sont en charge de la distribution alimentaire, une fois la distribution effectuée, c'est d'aller faire un tour de quartier, de gérer aux abords, et ensuite d'aller faire un tour du parc quand il est ouvert, voir s'il y a des détritus divers et variés. Sophie s'est un petit peu amusée entre guillemets avec les équipes à recenser le nombre de sacs qu'on pouvait relever tous les jours, et c'est vrai que pour le coup la quantité de déchets a été en diminuant parce qu'on a fait pas mal de prévention. On a rappelé aussi aux personnes qui venaient chercher des repas qu'il fallait être correct, parce que c'est pas forcément des habitants du 15e, même très peu finalement habitent le 15e. C'est un spot de distribution alimentaire, hein. Ils viennent, ils repartent. Mais l'idée, c'est que un quartier, quel que soit le quartier par ailleurs, quand on investit, on fait en sorte qu'on le laisse aussi propre quand ils arrivent. Et ce qui est le cas, parce que quand ils arrivent, le quartier est propre et nettoyé. Donc ça, c'est des actions qu'on peut mener. Il y a tout ce qui est la sphère technique, la prise en charge effectivement du bruit. Et ça se verra avec un acousticien dans un premier temps. Et après, on verra les démarches techniques à accomplir. Sachez bien que c'est notre souhait à tous que la structure soit la mieux intégrée possible au sein d'un quartier, de faire en sorte de faire connaître notre action, et sachant qu'effectivement, comme on a eu cesse de le rappeler depuis le début de la séance, la paupérisation dans Paris, et pas que dans Paris, moi j'habite hors Paris, et je prends le métro, je prends les transports en commun, effectivement ça s'est fortement aggravé, et Aurore en ce sens n'est juste qu'un intervenant parmi tant d'autres, pour faire en sorte que ces personnes puissent avoir un premier endroit, une première écoute, pour qu'à terme, on puisse arriver sur quelque chose de beaucoup plus stable. Non, pas du tout, non. Non, parce que moi, vous voyez, là, on a parlé, nous, déjà la dernière fois de tout ça, et je ne reviendrai pas là-dessus. On a un super contact, c'est top. Et vraiment, non, mais je confirme qu'on a eu une très bonne. La réunion qu'on a eue était extrêmement plaisante, et on a pu. C'est pour ça que oui. Nous, en fait, il y a l'histoire de l'acousticien que vous nous avez proposé, et là encore, je sais que vous avancez, vous reviendrez vers nous. Oui. Mais nous aussi, on peut parallèlement, et c'est pour ça que je voulais savoir quel était le rôle de la mairie, on peut parallèlement, nous, faire des démarches parce qu'on a aussi des contacts, on peut avoir des contacts, auprès de la mairie centrale, auprès de l'État, si l'État peut vous aider. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut travailler parallèlement. Bien sûr. Et moi, je veux surtout pas que ce soit mal interprété. C'est juste, nous, il faut qu'on puisse améliorer, parce que effectivement, dans la journée, on peut mettre de la musique, on peut écouter la radio, on peut faire plein de choses. Oui, mais en soirée, c'est différent. Voilà. À 6h du matin ou 6h30, il n'y a que ces bruits-là. Et à minuit et demi, il n'y a que ces bruits-là. Et donc, effectivement, là, ça touche vraiment à notre vie intime. Et ça, c'est un problème. Voilà, juste deux mots pour finir. Donc, effectivement, pour la réunion qu'on a eue ensemble était pour moi de grande qualité. Tout à fait. Je trouvais que les échanges étaient intéressants, fluides, sans démagogie, pour le coup. Exactement. Non, vous avez dit ce que vous aviez à dire. On a pu, et à aucun moment, c'est nous senti être mis en cause sur notre action. Et de ce qui est de nos relations avec la ville, avec la mairie d'arrondissement, écoutez, j'ai Madame Serrac, donc, qui est maire adjointe, qui m'appelle très régulièrement, qui me talonne dès qu'il y a le moindre éternuement de travers. Tout ça teinté de bienveillance, je le dis. Moi, j'ai assisté à une réunion où j'ai été extrêmement touché de la position de la mairie du 15e sur la question des enfants qui étaient accueillis ou qui étaient domiciliés
au sein de la DOM. Et c'est assez remarquable pour que je le précise aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai été fortement ému. J'en ai fait part à Sylvie en lui envoyant un message en lui disant, écoutez, c'est la première fois que je vois une mairie qui se soucie à ce point des personnes qui sont laissées de côté. Véritablement. Et parce qu'aussi, on a une longue tradition de travail entre Aurore et la mairie du 15e. Mais encore une fois, on reste complètement... notre établissement n'est pas fermé. Il est ouvert à n'importe quelle personne, à n'importe quel riverain, à n'importe quelle personne qui souhaite venir nous rencontrer. Et je confirme bien que la relation avec les riverains, je pense qu'elle est assez franche. On se dit les choses droit dans les yeux. Mais en aucun cas, nous, on s'est senti remis en cause de notre action au quotidien. Mais vous savez, Aurore n'est pas seule, c'est-à-dire qu'elle est un dispositif au centre d'un dispositif beaucoup plus vaste, bien sûr, de prise en charge de la grande pauvreté, de la grande précarité. Et sur le plan local aussi, on travaille tous ensemble, si je peux dire. C'est-à-dire que, bien sûr que nous, de notre côté, on a aussi la volonté que tout se passe bien, donc de faire... îloter des personnels, que ce soit des personnels éducatifs ou des personnels de police municipale, nationale, la propreté aussi qui fait des passages supplémentaires. Enfin, il y a tout un dispositif qui a pour objet, d'une part, de prendre le plus possible en compte les personnes qui sont accueillies là pour les réinsérer, c'est quand même ça l'objectif, leur trouver des solutions qui sont très différentes. Chaque cas est un cas individuel, c'est ça le problème aussi. Chaque cas est individuel, on ne peut pas traiter massivement ce genre de situation. Il faut des structures quasiment personnalisées pour chacun, et aussi que le quartier puisse garder sa physionomie de tranquillité publique par rapport aux habitants. Évidemment, l'équilibre est fragile, mais on est tous mobilisés. On le verra d'ailleurs avec le collectif quand on recevra. Mais il faut avoir les moyens aussi qui ne sont pas toujours à la hauteur des problèmes. Mais voilà, ça on fait avec, c'est le sujet. Bonsoir. Du coup, pour rester justement sur les moyens qu'on a à disposition, je vous parle en tant qu'habitant du quartier depuis 15 ans, et je m'associe malheureusement à l'observation qui est faite de dire qu'il y a une nette dégradation, particulièrement sur les derniers mois. Enfin, moi, je n'ai jamais eu de problème en 15 ans. Sur les 6 derniers mois, j'ai été agressé 2 fois avec mes enfants par des personnes psychologiquement instables dans le quartier. Ce n'est pas de leur faute. Encore une fois, comme tout le monde, avec bienveillance, mais malgré tout, je constate. Et du coup, c'est une situation sur laquelle avant, on fermait les yeux parce qu'elle était épisodique, aujourd'hui est quasi quotidienne. Donc ma question, simplement en tant que père de famille, c'est qu'est-ce que je peux faire quand je constate... Aujourd'hui, mes enfants, je ne peux même plus les laisser aller seuls à l'école, faire quelques mètres, parce qu'il y a trop de risques. Donc qu'est-ce que je peux faire quand je constate autour de chez moi, en bas de chez moi, un individu avec un énorme chien qui tient des propos complètement incohérents, etc., sans être agressif. Donc ce n'est pas forcément du ressort de la police, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme accompagnement pour que du coup on puisse résoudre cette situation-là et accompagner ces personnes comme il faut? Nous, on l'avait dit quand on avait reçu les riverains, c'est qu'on a un côté où il y a impunité zéro, c'est un établissement. C'est-à-dire que les gens qui auraient un comportement délictueux, un comportement non approprié, ça va d'un comportement des mots de travers auprès des travailleurs sociaux, y compris d'ailleurs sur des riverains. On a vu des personnes qu'on a accueillies qui avaient tenu des propos qui étaient plus qu'incorrects. On n'hésite pas soit effectivement à les sortir de la structure, mais au-delà de ça, c'est faire des dépôts de plainte. Alors, on n'a pas fait non plus des tonnes, mais à chaque fois, on fait un dépôt de plainte systématique. Donc, on est amené à rencontrer les forces de l'ordre, la police nationale, pour leur signaler. Et c'est à chaque fois assujetti d'un dépôt de plainte avec présence de notre avocat. Je vous incite personne à faire ça, parce que voilà. Mais en tout cas, nous, de notre côté, notre démarche, c'est bien de dire à ces personnes qui vivent dans la structure, bien qu'elles ne sont pas à côté des lois. Et que des comportements agressifs, etc. Mais ce que vous dites là, moi, je n'habite pas du tout Paris, j'habite en région parisienne. Il n'y a aucune structure d'hébergement dans le périmètre de mon quartier. Et pourtant, je sens bien qu'il y a ce sentiment d'insécurité permanent qui n'est pas forcément lié à l'arrivée d'une structure sociale. Moi, je vous dis, j'habite un quartier pavillonnaire très calme. J'ai aussi des enfants qui vont à l'école. Et ma fille s'est fait agresser. Et pour autant, je n'ai aucune structure d'hébergement, aucun accueil de jour. Le fait c'est que la paupérisation emmène aussi des actes qui sont délictueux, des comportements qui sont inadaptés, qui malheureusement, j'ai envie de vous dire, ce serait trop simple, ne sont pas forcément liés qu'à l'implantation d'une structure.
Auquel cas, ce serait assez simple de dire, bah, écoutez, on renforce les choses aux abords de la structure, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai bon exemple, et on peut en avoir des tas d'autres. Hein. Quand on prend le métro tous les jours, il n'y a pas les structures d'hébergement, et pour autant, on sent bien que, y compris dans le métro, il y a de plus en plus de comportements agressifs, de plus en plus de personnes qui sont sous addiction, etc. Notre mission à nous, c'est d'essayer d'atténuer les choses et de prendre ces gens en considération et pas les laisser sur le bas-côté. Mais on ne peut pas avoir de solution à l'échelle, je veux dire, nationale, de se dire que le constat est partagé par tous. Quand on lit le rapport de l'abbé Pierre chaque année, on voit que la situation se dégrade d'année en année, de mois en mois et quasiment de semaine en semaine. Nous, on participe activement avec des histoires de maraude, avec des structures d'hébergement, soit permanentes, soit ce que c'est que Sophie vous décrivez tout à l'heure, à notre échelle. En tout cas, le cas que vous évoquez relève assurément de l'autorité policière. Agression, c'est police, ça c'est clair. Donc après, il faut effectivement appeler la police. Hein. Je n'ai pas d'autre solution, hein. Ça ne relève pas de la mairie. Il faut appeler la police et nous le faire savoir aussi, nous, parce que de toute façon, on a des remontées. Hein. Le commissariat sait bien qu'il y a des problèmes dans ce secteur. Donc en fonction de leur tâches, il y a des patrouilles, mais il faut prévenir. Parce que, si vous voulez, vous pouvez très bien avoir une voiture de police, une patrouille qui passe à proximité. Donc si vous appelez la police, soit effectivement personne n'interviendra, soit une intervention peut se faire. Et il faut qu'il y ait interpellation. Là, s'il y a agression, c'est interpellation. Hein, surtout avec des chiens plus ou moins molossoïdes. Donc... C'est plus pour prévenir les agressions, justement, parce que ces personnes ont un comportement anxiogène, mais il n'y a pas vraiment d'agression. Mais d'ailleurs, ma question, effectivement, ne s'adressait pas vraiment à l'association. Le fait est que vous aidez beaucoup de personnes, c'est le succès de votre association qui le montre, quelque part, même si c'est jamais assez de succès. Mais du coup, forcément, beaucoup de personnes viennent vous voir, et vous dites vous-même que ceux qui sont les plus problématiques, vous ne pouvez pas les prendre. Et quelque part, je reprends vos mots, vous les en mettant dans la structure, et du coup, ils sont là. Non, mais les gens ne viennent pas comme ça. Que faisons Non, mais les gens ne viennent pas comme ça de tout Paris. Ceux qui viennent dans ce centre, ils sont pris en charge par le centre. Mais j'entendais que certains ne pouvaient pas être pris en charge parce que psychologiquement instables. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, je sais pas expliquer. Mais... Non, c'est dans le sens plutôt où, effectivement, même sur le site, parce qu'on tente d'aider chaque personne qui franchit la porte de la structure, sauf qu'on se retrouve nous-mêmes, équipe de professionnels, ayant choisi de travailler avec des publics en difficulté, face à des choses qu'on ne peut pas gérer sur la structure. C'est-à-dire que certaines personnes qui ont des actes de violence, des gros soucis psychiatriques notamment, nous-mêmes, équipe, nous retrouvons à faire face à des situations qui sont très compliquées et à devoir faire appel aux forces de police. Donc quand on vous parle d'impunité zéro sur la structure, c'est-à-dire que nous-mêmes, même si on a choisi de travailler dans ce domaine-là, on ne va pas non plus se mettre en difficulté. Donc je comprends totalement le sentiment que vous pouvez avoir en sortant de chez vous, puisqu'effectivement, par moments, nous aussi, on se retrouve face à des incivilités, même voire à des actes de violence. Et malheureusement, il y a un moment donné, la seule réponse dans toute structure et dans tout espace, c'est la loi. Et la loi, malheureusement, à part les forces de police, on n'a pas beaucoup de recours, que ce soit vous ou que ce soit nous. Bon, juste, le temps passe. Je m'excuse d'écourter un peu la discussion et l'échange. Merci pour votre présence et les explications. Mais il y a d'autres sujets, et donc je propose qu'on passe au sujet suivant. Merci à vous de nous avoir reçus. Et merci d'être venu. On sera heureux d'être lors du prochain comité de quartier avec, j'espère, des solutions, en tout cas des ébauches de solutions adaptées. Merci beaucoup. Merci. Donc là, on va passer à la présentation du projet de construction de nouveaux logements de Paris Habitat, qui sont situés à l'angle de la rue de la Croix-Nivert et la rue de Corot. Avec l'intervention de M. Nicolas Mouillon et M. Jacques Larouzet. Pendant qu'ils s'installent, je peux vous dire que moi j'ai été très sensibilisé à vos interventions, vu l'aggravation de la situation. Donc bien sûr, dès demain, je me retourne auprès des services de sécurité, de propreté, de patrouille des parcs et jardins, de police nationale, police municipale, pour leur dire que dans le quartier, là, il faut bouger parce que ça ne va pas, quoi.
Bonjour Monsieur le maire, bonjour messieurs et mesdames les élus, président du conseil de quartier. Bonjour à tous, je suis Nicolas Mouillon, directeur maîtrise d'ouvrage chez Paris Habitat. Je vous prie d'excuser Jacques Larouzet qui ne pourra pas être présent ce soir. Et je suis accompagné de Sébastien Duron et Monsieur Ibrahima K. Pardon, Monsieur Rico, excusez-moi. Qui vont m'accompagner pour vous présenter en fait une opération qui est une opération de la résorption d'habitat insalubre entre le 181 rue de la Croix-Niver et le 266 rue Le Courbe. Et une opération dont les travaux ont pu commencer, certains d'entre vous ont peut-être pu le voir, ont pu commencer en septembre dernier. Donc je vous remercie d'abord pour l'invitation que vous nous avez faite de pouvoir avoir l'occasion de vous présenter aujourd'hui donc l'organisation des travaux, hein, c'est l'objet principal, mais avant cela, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler quel est le contenu de l'opération, et donc on va faire ça à deux voix. Ici, donc vous pouvez voir la situation de la parcelle sur laquelle on va à la fois réhabiliter un bâtiment et construire un nouveau bâtiment. Donc c'est une opération mixte. Le bâtiment réhabilité a entièrement été vidé de ses occupants en 2017 et un bâtiment préexistait avant également sur la parcelle du côté Le Courbe. Ce bâtiment a été démoli par la Soreca donc dans le cadre de cette résorption d'habitat insalubre. Donc le bâtiment existant, c'est un bâtiment de R+2 plus R+2 plus comble, et donc c'est ce bâtiment qui va être entièrement conservé. Sur ce site, nous allons donc construire un bâtiment de 7 logements qui vont du T1 au T4 et un commerce, et un réhabilité, donc l'autre bâtiment, pour pouvoir accueillir 4 logements du T1 bis au T3 et 2 commerces. Donc ce seront des logements sociaux. Chez Paris Habitat, nous construisons et nous gérons des logements sociaux. Au total, plus de 215 000 logements sociaux qui sont gérés par Paris Habitat. Dans le cadre de cette opération et sur la totalité des opérations qui sont menées par Paris Habitat, nous visons des objectifs environnementaux et d'exemplarité environnementale. Il y a un label Effinergie Plus qui sera recherché, et nous visons également, comme vous voyez, des performances à la fois pour le bâtiment réhabilité et pour le bâtiment neuf. Donc le coût du projet, c'est 3,8 millions d'euros. Les études ont démarré il y a longtemps, en 2015. Dépôt du permis de construire aussi date de 2017. Mais du coup, il a été long à obtenir et le démarrage des travaux a pu se faire en septembre dernier, avec une fin prévisionnelle des travaux qui sera en février 2024. Donc voilà, je vous ai présenté nos intervenants de ce soir. Je vais tout de suite laisser la parole à l'architecte pour vous dire quelques mots sur le projet, avant que GESIP, l'entreprise, pourra rentrer dans le détail et les précisions de l'organisation du chantier. Bonsoir. Donc là, on a le tableau de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc je suis le mandataire de l'équipe, architecte, et on est accompagné donc par différents bureaux d'études, ingénieurs, un bureau d'études structure, un bureau d'études thermiques et un économiste de la construction, le cabinet VPEAS. Alors le projet se décompose en fait, donc il y a 2 bâtiments qui correspondent finalement aux 2 types de programmes auxquels on a dû répondre. D'un côté, rue Le Courbe, un bâtiment donc de 2 étages plus comble que l'on réhabilite, et sur la rue de la Croix-Niver, un bâtiment de 6 étages, une construction neuve, séparés, finalement, les 2 bâtiments séparés par une cour, un jardin, ce qui permet finalement d'avoir une lecture assez claire et distincte des 2 interventions et des 2 programmes. On a on le voit ici en coupe, donc d'un côté
un bâtiment assez haut qui s'aligne, dont le gabarit est dans l'alignement des bâtiments voisins, et le bâtiment en R+2 plus comble, qui est en fait le bâtiment réhabilité. On a choisi de construire ce bâtiment sur 6 étages pour habiller finalement le mur pignon qui était visible depuis à la fois la rue de la Croix-Nivert et depuis le carrefour Le Courbe et Croix-Nivert. On voit ici en plan donc les deux bâtiments séparés par le jardin, et ce jardin il est accessible depuis la rue de la Croix-Nivert. C'est-à-dire qu'on a une prolongation de ce jardin sur la rue de la Croix-Nivert qui était jusqu'à maintenant une rue qui n'est pas plantée, minérale on va dire, et on a volontairement voulu créer, si vous voulez, une ponctuation sur la rue de la Croix-Nivert pour y intégrer, pour rendre finalement cette intervention végétale visible et lisible depuis la rue de la Croix-Nivert. Dans les étages, donc on le voit, sur le bâtiment neuf, on a un appartement par niveau. Donc nous, dans la conception du projet, on est parti du logement pour aller vers le bâtiment, et on a voulu que ces logements soient triplement orientés. Donc en fait, ce qui est une grande qualité à la fois en termes de lumière, de ventilation, mais aussi d'un point de vue de la conception bioclimatique. Ça veut dire que c'est des bâtiments qui offrent un certain nombre d'avantages en termes de consommation d'énergie et bien sûr environnementaux. La suite. Voilà, et on peut lire sur les deux derniers niveaux. On a donc c'est des appartements des 4 pièces, et les deux derniers niveaux ce sont des appartements plus petits de 3 pièces avec une échancrure importante à l'arrière qui permet finalement de gérer au mieux les ombres projetées du bâtiment sur les avoisinants. Voilà, on relie à une coupe, ça on l'a déjà vu. Là, donc on a l'élévation ici sur la rue Le Courbe. Donc en fait le bâtiment est réhabilité à l'identique, au mieux. Ça veut dire qu'il y a même une logique de réemploi sur ce bâtiment. On a listé un certain nombre d'éléments qui vont être ensuite réutilisés sur le bâtiment, notamment par exemple tout ce qui est éléments de couverture, les tuiles, les volets, un certain nombre de menuiseries. Cette démarche-là, c'est une démarche qui est très, très développée chez Paris Habitat aujourd'hui, et que nous-mêmes on développe au sein de notre agence. La suite. Sur la rue, en revanche, sur la rue de la Croix-Nivert, donc on a un bâtiment en R+6 enduit qui en fait dont l'enduit finalement fait écho aux bâtiments existants, aussi bien qui sont présents rue de la Croix-Nivert, le bâtiment assez bas en R+1 et qui est préservé, et qui fait écho aussi aux bâtiments de l'autre côté de la parcelle, sur la rue Le Courbe. Donc en fait, c'est pour qu'on ait globalement un ensemble assez homogène. Et ce bâtiment enduit blanc fait aussi écho au bâtiment un peu plus lointain, rue de la Croix-Nivert, en allant vers le carrefour avec la rue de la Convention. Voilà, donc ici, ce sont deux vues. Une vue lointaine, depuis le carrefour Le Courbe Croix-Nivert, où on voit finalement le bâtiment surgir, mais il vient en fait habiller un mur pignon existant aveugle, donc avec une façade qui était assez pauvre. On vient là ouvrir donner en fait une façade. On présente une façade un peu plus riche de ce côté-là, et sur la vue de plus près, on voit voilà le jeu des ouvertures. En fait, on a systématisé, on a la même ouverture pratiquement sur toutes les façades. C'est pour donner une lecture, en fait, une image très cohérente de l'ensemble sur la rue. On voit bien le travail sur la matérialité, l'enduit, qui résonne avec les bâtiments voisins, au premier plan, et puis aussi bien avec les bâtiments arrière sur la rue Le Courbe. Voilà, alors là, je vais passer la parole à l'entreprise qui va vous présenter les travaux. Donc nous, je représente l'entreprise GESIP en tant que directeur de production de la société. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la construction d'immeubles en entreprise générale dans Paris et Petite Couronne, typiquement dans les chantiers en dents creuses comme celui-ci, avec des environnements assez contraints. Donc voilà, il y a une équipe travaux dédiée à ce chantier-là, avec un conducteur travaux, un maître compagnon, qui vont suivre les travaux pendant toute la durée. Donc pour réaliser ce chantier-là, mix avec de la réhabilitation et la construction d'un immeuble neuf, on a dû installer une grue qui sera utilisée pour faire le neuf et la réhabilitation en même temps. Et qui dit grue dit forcément une zone de déchargement qu'on a dû empiéter sur le trottoir de la rue de la Croix-Nivert,
après obtention de l'ensemble des autorisations auprès de la mairie. Donc avec toute la déviation de circulation, toute la signalétique qui a été imposée et qui était nécessaire. Donc pour réaliser ce chantier-là, donc on aura aussi des compagnons, des ouvriers, et la seule solution c'était d'installer des bungalows qu'on a installés sur le trottoir en face. C'est un espace très restreint qui nous a été donné, où on a dû respecter aussi l'existence d'un arbre et on a dû décomposer notre base vie en 2 parties. C'est des choses déjà un peu plus complexes, mais qu'on a fait pour essayer d'empiéter le moins possible sur le domaine public et gêner le moins possible les riverains. Donc tous les travaux de curage, désamiantage se feront depuis donc, la zone de déchargement. C'est des travaux qui ont déjà démarré. Et donc pour la partie neuve, on a déjà fait les fondations de la grue et monté la grue, et on devrait tout prochainement démarrer les terrassements et les voiles contre terre pour réaliser le sous-sol du bâtiment et enchaîner après avec la construction de l'immeuble pour après une livraison de l'opération en février 2024. Donc voilà le planning. Donc là on est en démarrage des travaux et donc là, voilà, fin de cette année nous réalisons les travaux de curage. Les travaux les plus bruyants, c'est vrai que c'est les travaux de gros œuvres qui vont démarrer à partir du mois de janvier, vont s'étaler sur 4-5 mois jusqu'au mois de mai. Et après, normalement, c'est des travaux avec moins de nuisances pour les corps d'état intérieurs et les corps d'état de façade. Et même sur les travaux de gros œuvres, comme on a l'habitude de travailler sur les chantiers parisiens, on utilise des procédés de préfabrication au maximum en extérieur. Donc on est sur des façades et des murs préfabriqués en usine, et qui évite tous les nuisances qu'on peut avoir habituellement sur des chantiers avec des branches coulées en place, avec des erreurs qu'il peut y avoir de coulage sur les chantiers. Là, on préfabrique un maximum pour que le chantier de gros œuvres se déroule le plus vite possible et qui apporte le moins de nuisances aux avoisinants. Donc après, les horaires de chantier, donc c'est de 7h30 le matin à midi et de 13h à 18h. Donc ça, c'est les horaires maximum, la tranche maximale de nuisance. Les horaires courants de chantier, c'est 8h, 17h, avec la pause de midi à 13h. Et si exceptionnellement on prend du retard sur le chantier, il se pourrait qu'on travaille le samedi, mais on limite au maximum les interventions le samedi. Les travaux donc au niveau du bruit, donc là la période de terrassement voile contre terre, c'est donc avec des terrassements, des camions, qui va démarrer tout prochainement. Tout est prévu pour essayer de limiter au maximum les nuisances. Donc on est là aujourd'hui, vous avez nos coordonnées s'il y a un problème sur le chantier. On mettra aussi à disposition, je crois qu'elle est déjà installée, une boîte aux lettres, si vous avez des réclamations à déposer en dehors des heures d'ouverture de chantier. Nous on les traitera, on informera le souci avec le maître d'ouvrage et on essaiera d'apporter une réponse dans les meilleurs délais. Et donc voilà, on a essayé d'organiser le chantier le mieux possible pour apporter le moins de nuisances. Donc ça, c'est le coordonné de M. Ibrahim Aka, le conducteur travaux, qui est en charge de l'opération. Donc si vous pouvez noter le numéro, s'il y a un souci, vous pouvez l'appeler directement, ainsi que l'adresse mail pour communiquer tout problème qu'il pourrait y avoir. Je me permets de demander quelque chose, c'est que s'il y a eu des interventions le samedi que vous ne pouvez pas vous organiser autrement, que vous préveniez avant et qu'on puisse faire une information à la fois à la mairie et aux riverains. Alors on a fini pour ce qu'on voulait vous présenter, on est là pour répondre à vos questions évidemment. Dans le cahier des charges, qu'est-ce que vous avez demandé? Côté réhabilitation, vous avez bien dit, il y a des volets, super. Dans l'immeuble construit, qu'est-ce qui est prévu pour obturer et se protéger du soleil? Excusez-moi.
Il y a des stores qui sont prévus au marché. On ne les voit pas là, sur l'image, mais il y a des stores roulants. Voilà. Et après, on a la protection solaire. En fait, c'est des problématiques assez complexes parce que d'un côté, on cherche le soleil et de l'autre, on cherche à se protéger du soleil. Donc ça veut dire les façades, bien que sur l'image qu'on a vue, on a le sentiment qu'on a à peu près les mêmes ouvertures au nord, au sud et à l'ouest. Néanmoins, le facteur solaire et la transmission lumineuse sont différentes selon les orientations. Et ça joue énormément sur à la fois donc, la luminosité, mais aussi sur la thermique du bâtiment. Donc voilà, c'est des problématiques, on ne va pas rentrer dans les détails, mais disons qu'il y a, si vous voulez, visible en termes de protection solaire, des stores. Voilà. Mais après, voilà, il y a d'autres choses. C'est déjà bien qu'il y ait quelque chose, parce que j'ai eu la chance d'habiter dans un logement social, et j'en ai visité quelques-uns avant d'avoir celui-là. Et souvent, il n'y avait rien. Ni volet, ni store, rien. Et j'étais assez hallucinée, y compris quand on était plein sud. Alors, il y a, effectivement, dans l'existant, il y a encore des bâtiments qui ne présentent pas d'occultation extérieure. Aujourd'hui, c'est une problématique et depuis plusieurs années, qu'on prend en compte de manière très sérieuse. Donc, dans toutes les opérations qu'on réalise, que ce soit de la construction neuve ou de la réhabilitation, aujourd'hui, la question du confort thermique, pas exclusivement d'hiver, mais aussi d'été, c'est une question qui est fondamentale dans les projets. Et donc, évidemment, on exige de nos maîtres d'œuvre qu'elles soient développées et prises en compte. Oui. Et pour l'anecdote, je peux vous dire que l'appartement que j'ai eu finalement, il y avait des volets dans une pièce, et j'ai dit au gardien, super, il y a des volets. Il m'a dit, on va les enlever. J'ai dit, ah non, et il les a laissés. Après, j'ai cru comprendre, bon, c'était pas chez Paris Habitat, mais j'ai cru comprendre que ça avait dû être ajouté puisqu'il n'y en avait pas à tous les étages et que donc la maintenance n'était pas prévue et que donc tout ce qui n'était pas de base, il ne fallait pas le mettre parce que ça risquait de coûter en maintenance. Enfin voilà, juste pourquoi ça me perturbe, parce que vraiment j'en ai vu plusieurs des appartements avec rien pour les fenêtres et de nos jours ça paraît hallucinant. Je dirais même plus, c'est réglementaire aujourd'hui. Oui, j'avais deux questions. Simplement, la première, c'était de la curiosité. C'est quoi exactement le bâtiment blanc, là, l'immeuble blanc devant? Parce que c'est toujours très discret, il y a des rideaux qui sont toujours tirés, ou c'est un peu à l'abandon. Donc, c'est quoi exactement ce bâtiment-là? Je l'ai visité au début, lors de la consultation de maîtrise d'œuvre. Il y avait un commerce à rez-de-chaussée, fut un temps, je me souviens plus. Salle de bain, voilà. Non, mais non, du premier bâtiment, celui qui fait l'angle avec celui qu'on voit là. Oui, le grand devant là. Voilà. Voilà, c'est ça que la ville a attribué ce local il y a plusieurs années au Conseil national du culte musulman. Ce conseil est parti depuis longtemps, donc il s'est installé ailleurs, je sais pas où. Et donc, comment? Ah, eux non. C'est pas eux, non. Eux n'avaient rien demandé du tout. C'est une propriété de la ville de Paris et qui donc va être soumis à un projet de reconstruction. Donc là, ce bâtiment est désaffecté aujourd'hui. Il n'y a rien à l'intérieur. Il est muré. Je vous entends mal parce que vous n'avez pas de micro et en plus vous avez un masque. Alors c'est compliqué. Il n'y a pas de micro? Pourquoi il n'y a pas de micro? Qui sont déposés sur le côté, on ne sait pas ce qui va se passer. On sent que quelque chose va se passer, mais on ne sait pas quoi. Il n'y a pas de commerce. C'était pas un commerce. C'était pas ouvert au public. Alors, c'est pas nous. Non, c'est pas vous. Non, mais il y a un projet de construction. Oui. Non. Si. Non, mais moi, ce que je regrette là-dedans, c'est que nous avons un bâtiment qui était un des derniers vestiges
des bâtiments existants de l'époque du village de Vaugirard, construit en 1840 ou 1945. Là, ce carrefour, qui était un grand carrefour du village de Vaugirard, avec ses bâtiments faubouriens qui disparaissent peu à peu. Donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai donné un avis défavorable au permis de construire. Je me suis opposé à cette opération qui écrase le quartier, qui ne convient pas du tout, et en plus, par rapport au jury de concours, mes collègues me représentaient, ce n'est pas ce projet que nous préférions. Voilà, bon, mais enfin la ville de Paris, Paris Habitat en tout cas, a choisi ce projet, c'est eux qui décident, mais en tout cas, ça s'est fait sans mon accord, et en plus, avec un avis de la commission du Vieux Paris, qui est une instance qui émane un peu de la ville de Paris d'ailleurs, et qui essaye de préserver ce qui peut être préservé dans Paris, pour qu'on ne détruise pas tout pour reconstruire autre chose, qui a donné un avis défavorable aussi, parce que la ville cette commission du Vieux Paris souhaitait qu'on réhabilite les bâtiments existants et non pas qu'on les détruise pour construire autre chose. Voilà. Maintenant, voilà, on est dans un état de droit. Nous, on a dit ce qu'on avait à dire. J'ai donné un avis défavorable, je le maintiens. Paris Habitat construit avec l'accord de la ville. C'est la règle, hein, voilà. Donc, mais je ne suis pas favorable à cette construction, je vous le dis tout de suite. Excusez-moi. Ce bâtiment-là, à la pointe, sera donc encore des logements sociaux? Absolument. Donc, également 6 étages ou... enfin, quelque chose comme ça. R+3. Ah, R+3. R+3. Ouais, mais alors, en plus, ce sont des bâtiments qui, pendant longtemps, ont été d'ailleurs loués par la ville à des locataires qui ont été expropriés dans des conditions effroyables d'ailleurs, enfin je le dis au passage, et qui ont fait des travaux d'ailleurs de confortation, mais bon, ils sont partis finalement après avoir fait les travaux parce qu'ils expropriés par la ville qui leur avait assuré pourtant qu'ils pourraient rester. Enfin voilà, tout ça a été très mal géré. Je dis pas ça dans tous les projets d'urbanisme, il y en a qui sont très bien, hein, mais là je dis que l'affaire a été très mal conçue, très mal gérée, et qu'on va encore voir une partie de l'histoire du 15e sombrer, quoi. Voilà, c'est tout. Et c'est regrettable. Mais bon, voilà, moi, je ne peux pas faire autre chose que de donner un avis défavorable, et puis la ville, après, décide de passer outre ou pas. Je veux dire qu'en général, je travaille dans de bonnes conditions avec la direction de l'urbanisme, hein, mais là, non. Voilà. Il me semble qu'on avait dit qu'en fait, on devait même faire un petit jardin, là, couper un peu cette, vous voyez ce que je veux dire, cette avancée. Bien sûr, ça avait été prévu il y a 35 ans. Alors moi, je suis beaucoup trop jeune, je n'étais pas là du tout. Oui, moi j'ai habité 5 rue Saint-Lambert, donc c'est depuis votre naissance, alors vous étiez à peine de naître. Je connais un peu. Peut-être préciser. Alors moi, je ne sais pas quel est le bailleur qui porte le projet qui est situé sur la pointe. Pour ce qui concerne le bâtiment qui vient juste à l'arrière. Alors je vous disais en préambule que l'opération en fait elle fait l'objet d'une construction dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre, puisque effectivement la Soreca, donc qui est un opérateur public, était intervenu préalablement à ce que Paris Habitat soit sollicité sur cette parcelle pour en fait démolir le bâtiment qui est situé sur la rue de la Croix-Niver. Et parce qu'il a été considéré en tout cas que ce bâtiment ne pouvait pas être réhabilité, et en revanche le bâtiment sur la rue Lecourbe lui est maintenu parce que d'un point de vue technique il a été considéré qu'on pouvait le maintenir. Voilà, et nous sommes arrivés ensuite. Et ma deuxième remarque était sur, si j'ai bien entendu, ce chantier va prendre une grande emprise sur le trottoir. Donc c'était simplement, est-ce que ce serait possible de porter une attention particulière pour le cheminement des PMR? C'est-à-dire, est-ce que de bien prévoir un pont lourd ou une plaque métallique de chaque côté du chantier, y compris le soir quand tous les ouvriers sont partis? Merci. Ça nous évitera de vous téléphoner ou de vous envoyer des mails à vous ou à la mairie du 15e. Alors, dès qu'on a fait le traçage des traversées de piétons, il y avait le traversé de piétons qui était existante déjà à l'extrémité de la rue de la Croix-Niver, donc ça, il était déjà accessible PMR. Et le nouveau qu'on a créé, que vous voyez tracé en jaune un peu plus haut sur le plan, celui-là, on a déjà fait des rampes de part et d'autre pour faire la liaison entre le passage piéton et les trottoirs.
Moi, je voudrais juste intervenir sur les nuisances que vont occasionner les travaux et cette construction, parce que je ne sais pas si vous savez que nous, dans notre quartier, nous subissons des nuisances absolument intenses avec les ateliers de Vaugirard, et c'est loin d'être terminé. Et là, ça va augmenter encore les nuisances avec les camions qui tournent, avec le bruit. Donc je voudrais que vous soyez particulièrement attentifs à toutes les remontées que vous pouvez avoir, parce que ce n'est pas tout à fait ce qui se passe avec les ateliers de Vaugirard, qui quand ils prennent un petit peu de retard, eh bien, ils rattrapent la nuit. Donc je ne dis pas que c'est ce que vous allez faire, mais en tout cas je vous demande d'être particulièrement attentifs à ce que le voisinage ne subisse pas des nuisances supplémentaires. On ne m'a pas signalé, moi, de travaux de nuit. Les travaux de nuit sont tout à fait dérogatoires, doivent être autorisés. Je sais, il n'y a pas de travaux de nuit. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Comment? Mais il faut nous le dire, alors, parce que moi, je n'ai pas de signalement sur des travaux de nuit sur les ateliers Vaugirard. Hein. Maintenant que vous me le dites, je vais me renseigner, mais parce que l'opération elle est très très surveillée hein, sur les Vaugirard, parce que c'est énorme. Et d'ailleurs, on a fait cette réflexion aussi, comme vous, savoir qu'il y a une énorme opération sur plusieurs hectares sur les ateliers Vaugirard, et que donc une autre opération beaucoup moins importante, ça n'a rien à voir évidemment, parce que l'on parle de centaines de logements, là on n'en est pas là, mais que ça prend un peu en étau, quoi, évidemment, les pâtés de maison qui sont là par rapport aux travaux gigantesques des ateliers Vaugirard qui vont s'échelonner sur des années. Enfin, la première phase est terminée. D'ailleurs, on vient de loger les premiers habitants hein, sur la première phase. Mais ils devaient construire 450 logements. Je crois qu'ils ont réduit à 250 finalement, hein, donc, sur les ateliers Vaugirard. Pour des raisons diverses. Enfin, si vous constatez effectivement qu'il y a soit des horaires qui ne sont pas respectés ou des nuisances qui sont trop importantes, c'est vraiment important que vous puissiez nous le signaler, enfin le signaler à l'entreprise en premier lieu, parce que ça va être à vous d'adapter. Et puis si vous constatez que ça ne suffit pas, que vous puissiez nous le signaler également. Oui, parce que les boîtes aux lettres des ateliers de Vaugirard ne marchent pas très bien. Alors j'espère que la vôtre marchera mieux. Moi aussi. Oui, je voudrais poser une question au sujet d'une réhabilitation rue des Nouettes, qui est justement pas loin de l'association Aurore. Est-ce que Paris Habitat est dans le coup? Non. Rue des Nouettes. Rue des Nouettes, au niveau. C'est les ateliers. Ce sont les ateliers Vaugirard, rue des Nouettes. C'est l'entrée de la RATP. Au niveau du Clos Feuquière. Oui, voyez, alors je vois ce que vous voulez dire. À l'intersection, Clos Feuquière, Javel. Enfin. Non, Clos Feuquière, rue des Nouettes. Il y a tout un immeuble qui va être rénové. Oui. Moi, je vois depuis 2 ans les panneaux. Et c'est pour visiblement, c'est où la ville de Paris, je suppose. Je croyais que c'était Paris Habitat. Peut-être la RIVP, oui. Et c'est tout un immeuble ancien qui va être réhabilité. Vous voyez, Clos Feuquière, rue des Nouettes. Oui, je vois. Bon, c'est le long de... le long des ateliers Vaugirard ou de l'autre côté? Non, de l'autre côté. Alors. En allant sur la place... Henri... Oui. Voilà. Sur la droite. Oui, oui, je vois. Oui, à côté de la pizzeria. Je vois, oui, je vois. C'est réhabilitation. Oui, je ne peux pas vous répondre là comme ça. Mais oui, je vois très bien maintenant. Oui. Je peux pas vous répondre. C'est tout un immeuble complet. Hein. Oui, je sais, je vois très bien. Oui. Non, il y a une réponse. Hein. Il y a une réponse, mais je ne l'ai plus en tête. Ah. Mais on a la réponse. Bon, il faudrait que vous me donniez vos coordonnées pour qu'on puisse vous l'envoyer. On a la réponse. Mais je ne l'ai plus en tête. Hein. Je suis désolé parce qu'on ne peut pas connaître tout de suite tous les dossiers du 15e. Hein. C'est quand même plus grand que Bordeaux, quoi, vous voyez. Donc il y a beaucoup de projets d'urbanisme. Mais oui, bien sûr, il y a une réhabilitation, il y a quelque chose. Oui, il y a un truc énorme. Oui, c'est énorme. C'est un immeuble. C'est un immeuble. Ouais. Comme la maison Sainte-Germaine, d'ailleurs, pour ceux qui sont dans le quartier, qui va connaître aussi des travaux très importants. Et oui, parce que ça aussi. Bon, alors, mais si, parce que en réalité, la maison Sainte-Germaine n'est plus aux normes. Vous savez que ça accueille des femmes en situation de handicap lourd.
Donc on a besoin de cet établissement. Et donc pour que l'établissement continue à fonctionner, il faut qu'ils se mettent aux nouvelles normes. Et ils ne peuvent pas se mettre aux nouvelles normes dans leur cadre du bâtiment existant. Donc il va y avoir des constructions. Donc ça va vous être présenté aussi, ça, quand le projet sera prêt. Des constructions dans le... Ils vont monter. Parce qu'on a souhaité garder le parc, le jardin. Donc on leur a dit, vous ne construisez pas dans le jardin, parce que ils profitent quand même à la rue de la population. Ça fait un espace de respiration. Donc du coup, ils vont monter. Alors pour les immeubles en face, effectivement, il y aura des sujets, quoi. Ouais. Donc, mais enfin ça, ce sera l'objet d'une autre réunion. Oui, parce que les normes, ça mène aussi dans le domaine médico-social, malheureusement, c'est comme ça, c'est mieux qu'il y ait des plus de confort, mais enfin, voilà, il faut changer les bâtiments. On peut poser une autre question qui n'a rien à voir avec ça. Oui. Je voulais savoir si la tour Olivier de Serres est à nouveau louée ou pas. Oui. Hein? À qui? Alors voilà, c'est très récent, hein, c'est pour ça que je pense qu'il y aura aussi des réunions là représentées. C'est très bien d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Hein. Là, si je peux dire, la tour Olivier de Serres va être louée à des services administratifs des ministères sociaux, du ministère des Affaires sociales, qui vont s'installer là de façon assez provisoire d'ailleurs pour quelques années, parce qu'il y a des travaux. Le ministère fait des travaux sur c'est le bâtiment de l'INSEE qui est de l'autre côté en banlieue. C'est quoi? C'est Malakoff. Et donc des ministères, il y a des services sociaux qui vont s'installer ensuite dans ce bâtiment. Et dans l'intervalle, ils vont s'installer dans la tour Olivier de Serres. Il y a eu plusieurs projets. Hein. Je sais que cette tour appartient à la société Alliance, qui ne souhaite pas la vendre. Donc il y a une université qui a failli s'installer là, après le départ de Orange. Ça a capoté, pour des raisons que j'ignore. Et puis là, maintenant, le ministère des Affaires sociales est venu me trouver pour m'annoncer que voilà, c'est des services du ministère qui viendraient s'installer là pour quelques années. Pourquoi vous aviez une proposition? Non, moi je constate que 26 000 m² de bureaux sont vides depuis à peu près, cette tour a fonctionné en gros 10 ans. Ben oui, mais ça c'est parce que... Une rentabilité formidable. De toute façon, c'est pas à nous, hein, c'est privé. Hein. Et Orange l'a réhabilité. Je le dis au passage, Orange a investi 100 millions d'euros dans la tour pour la réhabiliter. Et puis ils sont partis pour construire plus grand sur Issy-les-Moulineaux. Ils gardent en revanche Alray, place d'Alray. Et puis là, donc, Alliance ne voulait pas vendre. Il y avait beaucoup d'investisseurs qui voulaient acheter. Enfin bref, il y a une ou deux propositions de location, ça n'a pas abouti. Et donc là, ce sont ces ministères sociaux qui viennent s'installer là. Cette tour est vide depuis 3 ans. Oui, mais moi, j'y peux rien. Ça appartient à l'Alliance. Limite, on s'en fout, je veux dire. Évidemment, c'est embêtant pour le quartier, les commerces, etc., qui se plaignent énormément de la perte d'une clientèle importante. Hein. Mais voilà, donc ça va revenir. Ils vont s'installer bientôt, d'ailleurs, hein, puisque la tour est neuve quand même. La tour est neuve, donc il n'y a pas de travaux à faire. C'est l'avantage. Voilà. Il y a d'autres sujets, je crois. Oui, je pense qu'on peut terminer ce sujet-là. Et merci de l'intervention et des explications. Il s'agit maintenant de parler une information sur le PLU, ou la présentation de l'hôpital Vaugirard, je ne sais pas. Hein? Tu préfères? On va demander à monsieur Thibault si... Ouais, ouais.
Béton. Hein. Madame Béton. Oui, allez-y, il faut commencer. Je vais me lever. Bonsoir à tous. Donc je me présente, Damien Thibault. Je suis le directeur délégué de l'hôpital Vaugirard, donc un établissement de l'AP-HP. Et l'objectif ce soir, c'est de vous faire un petit historique, vous présenter un petit peu la structure et de répondre à vos questions et d'avoir un échange. Je présenterai aussi les projets de l'établissement. Donc n'hésitez pas à poser des questions à la fin de cette présentation. Est-ce que tout le monde connaît l'hôpital Vaugirard? Bon, ça va simplifier les choses. Au niveau de l'implantation, donc vous redire, l'hôpital Vaugirard est situé, on va parler du métro sur la ligne 12 entre Convention et la porte de Versailles, exactement au 10 rue Vaugelas. Avec une partie hospitalière que vous voyez sur l'écran en rouge, donc bâtimentaire, et une partie jardin, puisque les jardins de l'hôpital Vaugirard sont aujourd'hui concédés à la mairie de Paris. Et donc c'est l'espace vert qui est juste derrière l'hôpital aujourd'hui et qui est sur la rue de Vaugirard. Donc un petit peu d'histoire. L'hôpital Vaugirard n'a pas été toujours hôpital Vaugirard Gabriel Palès, ça n'a pas toujours été un établissement de gériatrie, ce qu'il est aujourd'hui. C'était à la base un hôpital militaire franco-brésilien. Donc vous avez sûrement pas connu, mais c'était un hôpital militaire pour les blessés brésiliens de la Grande Guerre, donc avec un partenariat franco-brésilien. Et cette structure hospitalière, elle a changé au fil des ans. Donc là, vous avez quelques photos pour devenir, dans un premier temps, une clinique chirurgicale. Donc on faisait de la chirurgie initialement à l'hôpital Vaugirard. Donc là, vous voyez quelques photos de l'époque. On vous a retrouvé des photos des années 30, des photos de 1962. Je pourrais, si vous êtes intéressé, vous transmettre aussi des photos ce qu'était un poste de soins, ce qu'étaient les infirmières à l'époque. Intéressant d'avoir ces documents d'archives-là et de voir comment l'hospitalisation a évolué. Parce que vous voyez qu'à l'époque, les salles de soins étaient des dortoirs, donc où on avait un passage du médecin, des infirmières, avec des salles avec une vingtaine ou une trentaine de patients dans la même salle. Donc une clinique chirurgicale jusque dans les années 80. Et ensuite, l'AP-HP a d'abord loué c'est passé à l'université, a d'abord loué à l'université et après a racheté complètement le bâti et en a fait un établissement gériatrique. Et donc a construit un nouveau bâtiment, c'est le bâtiment que vous connaissez aujourd'hui, donc qui a été construit entre 89 et 91. Donc vous voyez quelques photos d'archives avec un énorme chantier qui a été mené sur 2 ans. Si vous regardez bien, je pense que vous allez peut-être reconnaître Monsieur le maire, peut-être pas sur ces photos-là, mais sur l'inauguration, sur la diapositive suivante. Qui était déjà présent au sein de la mairie du 15e, et qui donne donc le bâtiment que vous connaissez aujourd'hui, qui a été inauguré en 92. Donc nous fêtons aujourd'hui, c'est quasiment aujourd'hui, puisque c'était en octobre 92, donc nous fêtons les 30 ans de l'inauguration de l'hôpital Vaugirard cette année. Donc pour l'occasion, on a réalisé une petite célébration, nous en interne au sein de l'hôpital, mais aussi une célébration au sein de l'AP-HP avec la venue du directeur général. Donc là, vous avez quelques photos de l'inauguration avec la directrice de l'époque qui était en rose, Madame Mercier. Et vous avez tout en bas à droite l'inauguration, la nomination de l'hôpital, puisque l'hôpital Vaugirard Gabriel Palès n'a pas toujours été Gabriel Palès. Et c'est qu'en 99, où l'hôpital a été renommé Vaugirard Gabriel Palès en référence à Gabriel Palès, qui était un ancien directeur de l'AP-HP, en présence de Madame Veil. Alors qu'est-ce qu'il est aujourd'hui l'hôpital Vaugirard? Alors depuis 30 ans, c'est un hôpital gériatrique. On a connu plusieurs phases.
avec des lits de médecine gériatrique, de soins de suite et de réadaptation gériatrique et de soins de longue durée. Aujourd'hui, c'est un hôpital qui est majoritairement, comme vous pouvez le voir, consacré aux soins de longue durée. Alors, quand on dit gériatrie, on dit quoi ? Il y a une définition assez précise, en termes d'hospitalisation en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, la gériatrie, c'est la prise en charge de la polypathologie, des pathologies de la personne âgée, je suis assez mal placé, mais des personnes âgées de plus de 75 ans. Donc la très grande majorité de nos patients ont plus de 75 ans et la moyenne d'âge dans l'établissement est autour de 87-88 ans. Donc ça, c'est à savoir, à l'hôpital Vaugirard, on ne fait que de la gériatrie. Ensuite, vous allez me dire, vous parlez de soins de longue durée. Qu'est-ce que veut dire le soin de longue durée ? Soins de longue durée, c'est une prise en charge un petit peu spéciale. On n'en parle pas tellement et c'est pas très médiatique. Vous connaissez plus le pendant médico-social, qui est l'EHPAD, la maison de retraite médicalisée. Sauf que le soin de longue durée est un petit peu comparable, sauf que c'est encore plus médicalisé qu'un EHPAD. C'est qu'aujourd'hui, sur du soin de longue durée, on a une équipe médicale et soignante 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les structures, maisons de retraite ou EHPAD. On a une ligne de garde médicale donc, qui est présente tout le temps. Et pour vous donner une idée Alors je vous ai mis, on a 300 professionnels au total sur la structure, mais pour une unité de soins de longue durée, on a un effectif de 4 infirmières de jour et 14 aides-soignants. Donc, ce qui est considérable pour une unité gériatrique comme celle-là. Et la petite spécificité, donc je vous ai remis les chiffres, 210 lits installés de soins de longue durée, ce qui fait que l'hôpital Vaugirard est une des plus grandes structures de soins de longue durée en France, parmi les 5 premières. Et on a 14 lits d'unité d'hébergement renforcée. Là aussi, vous allez me poser la question, qu'est-ce que l'unité d'hébergement renforcée ? C'est une unité d'hospitalisation pour, en général, les personnes âgées atteintes de troubles du comportement, soit agressivité, déambulation, Alzheimer. Et donc c'est une unité spécifique au sein de l'établissement et complètement adaptée sur la prise en charge de ces pathologies-là. Et en fait, on a des structures, des unités de soins de 28 lits. Et sur cette structure-là, très spécifique, on est sur 14 lits. Donc pour autant, on a la même prise en charge soignante. Donc on a le temps de faire les choses sans doute un petit peu mieux et un petit peu plus spécifiquement. L'hôpital Vaugirard, c'est pas que du soin de longue durée. Je vous ai dit tout à l'heure que historiquement, on avait de la médecine gériatrique et du soin de suite et de réadaptation gériatrique également. Alors il y a eu des opérations de transformation en 2019-2020 qui fait que le soin de suite, la partie réadaptation est partie en grande partie sur Corentin Selton à Issy-les-Moulineaux, et Corentin Selton nous a transféré les lits de soins de longue durée. Mais on a quand même gardé une petite activité de réadaptation et de rééducation via un hôpital de jour. Alors la particularité de l'hôpital de jour, alors là aussi je vais parler du pendant, c'est le pendant sanitaire, de l'accueil de jour que vous connaissez peut-être. Alors l'accueil de jour peut servir sur des activités d'accompagnement, de répit aux aidants, des activités occupationnelles. Là sur l'hôpital de jour de réadaptation et de rééducation, on est vraiment sur de la prise en charge de rééducation, donc avec l'intervention de rééducateurs, avec un cahier des charges qui est très complet, puisque nous, ce qu'on nous demande en hôpital de jour, c'est de réaliser au moins 2 actes de rééducation parvenus. Donc la rééducation, ça peut être de l'orthophonie, de la kiné, de l'accompagnement par une activité physique adaptée, une prise en charge diététique ou autre. On a des psychomotriciennes, psychologues, etc. Donc c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Et donc on a aujourd'hui 9 places d'hôpital de jour sur l'hôpital Vaugirard. Et on a vocation à en avoir 23 à terme. Donc à multiplier la prise en charge. Et pour vous donner un exemple, 23 places d'hôpital de jour, ça nous permet d'accueillir par jour 30 patients. Donc 30 patients en majorité du quartier, puisque nous on recrute, alors c'est les termes qu'on utilise, hein, on recrute des patients à l'hôpital. Nous, notre zone de recrutement, c'est principalement le 15e et les arrondissements qui sont autour, à la fois sur le soin de longue durée et à la fois sur l'hôpital de jour de soins de suite et de réadaptation.
Alors sur l'hôpital de jour de soins de suite et de réadaptation, comment ça se passe? C'est des patients qui viennent en général pour des activités de rééducation à la demi-journée ou à la journée avec un programme thérapeutique adapté. Et on a une prise en charge sur 2 aspects, les troubles cognitifs et les troubles de la marche. Donc c'est les 2 sujets sur lesquels on est en expertise. On essaye de développer un programme d'éducation thérapeutique en ce moment à destination des aidants pour justement les aider, les accompagner dans la prise en charge au quotidien de leurs proches, puisque pour l'hôpital de jour, alors pour le soin de longue durée, le principe c'est que les patients sont hospitalisés sur place 24 heures sur 24. C'est leur chambre et leur domicile. Sur l'hôpital de jour, comme son nom l'indique, c'est des patients qui sont à leur domicile, chez eux dans le 15e ou ailleurs, et ils viennent sur la journée ou demi-journée, plusieurs fois par semaine, au sein de l'établissement, mais ils n'y dorment pas. Et ça, c'est plutôt important comme prise en charge, et on tend, alors c'est ce qu'on appelle l'ambulatoire, on tend à le développer sur l'hospitalisation pour que le patient reste le plus longtemps possible à domicile et qu'il évite d'être à l'hôpital hospitalisé 24 heures sur 24. Et enfin, pour vous parler de quelques projets que l'on a en cours, des projets dynamiques qui ne sont pas forcément en lien avec l'hospitalisation et en lien avec l'activité médicale. Ce sont des projets qui sont très en vogue, on en parle beaucoup, nous, en interne, au sein des établissements de santé. On a un projet de création d'un jardin thérapeutique intergénérationnel, puisque sur l'hôpital Vaugirard, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais on a un bâtiment principal qui donne sur la rue Vaugelas, et on a également un bâtiment qui est juste derrière, qui accueille des logements de fonction pour nos professionnels qui sont de garde, notamment astreintes techniques ou astreintes administratives. Et on a également une crèche hospitalière. Donc c'est une crèche hospitalière à destination des professionnels de la PHP, mais également, puisqu'on a 20% des places qui sont aussi destinées à la mairie. Donc c'est un point important, et donc ça nous permet d'avoir un lien entre notre établissement, qui est un établissement gériatrique, et notre crèche hospitalière, avec de l'intergénérationnel, et on veut multiplier ces liens-là, notamment en créant un jardin thérapeutique et avoir des moments en commun autour d'un potager ou autour d'une partie un petit peu plus pédagogique autour du jardin. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qui commence à être bien réfléchi, qui est d'ores et déjà financé. Donc ça, c'est un point en particulier, particulièrement important, puisque c'est des sujets sur lesquels on ne veut pas épuiser nos professionnels, pas les faire travailler sur des projets trop longtemps sans qu'il y ait de résultats à la fin. Donc ça, c'est important en termes de dynamique. On a un autre projet qui lui aussi est financé, c'est la rénovation des espaces de vie au sein du rez-de-chaussée de l'hôpital, qui était vieillissant. On parlait tout à l'heure du fait que l'hôpital à Vaugirard avait 30 ans, des espaces qui n'avaient pas été repensés depuis. Et donc là, on a toute une réflexion autour. Donc les travaux ont déjà commencé, on a déjà fait toute une partie de travaux et de remise en état. L'idée au niveau du rez-de-chaussée, c'est de faire ce que les équipes appellent une place de village. Sur une place de village, vous trouvez souvent votre restaurant, votre animation, les concerts, etc. Donc c'est de faire des espaces dédiés à ces activités-là pour les personnes qui sont hébergées, accueillies chez nous. Et enfin, c'est un point qui est essentiel, et je pense que si vous suivez l'actualité de manière attentive, vous savez que c'est de plus en plus difficile de recruter des professionnels, notamment des professionnels soignants, que ce soit des infirmières. Alors aujourd'hui, c'est très très compliqué, et de plus en plus des aides-soignants. Et donc on est dans une démarche d'attractivité et de fidélisation de nos professionnels. Alors ça passe par plusieurs choses, hein. L'adaptation des schémas horaires, puisqu'aujourd'hui par exemple une infirmière ou une aide-soignante a des horaires qui sont difficilement conciliables avec une vie personnelle. C'est souvent commencer très tôt le matin ou finir très tard le soir. Donc on essaye de travailler sur ces aspects-là, mais aussi sur le bien-être de nos professionnels au travail. Et donc ce qui est développé, alors pas seulement que sur Vaugirard, hein, c'est sur tous les sites de la PHP, mais nous en particulier à Vaugirard, de penser des espaces bien-être, alors en dehors des horaires de travail, hein, mais où le professionnel qui arrive avant
puisqu'on a des professionnels qui habitent en général assez peu dans le 15e, donc assez loin, et qui arrivent avant, qui prennent les transports ou leur voiture, peuvent se ressourcer en attendant la prise de poste, ou après leur prise de poste, peuvent prendre quelques minutes. Donc on va créer un espace bien-être avec une salle d'activité, une salle de détente et une salle de relaxation. On pourra proposer à nos professionnels des séances de relaxation, massage, à la fois avec des intervenants extérieurs et à la fois avec, et je pense que c'est un sujet qui est très important, intervention de nos professionnels et notamment nos rééducateurs sur le paiement d'heures supplémentaires pour les mettre sur une dynamique un petit peu différente. Donc voilà pour la présentation de l'hôpital Vaugirard. J'espère que j'ai été assez concis. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, moi je vais parler pour l'APHP, pour le groupe hospitalier universitaire Paris Centre. C'est la seule structure APHP. Et je pense que ça doit être la seule structure dans le 15e d'hôpital de jour. Alors après, c'est jamais les hôpitaux de jour. Alors, je l'ai dit pour le soin de longue durée, je peux le redire pour l'hôpital de jour. En général, ce sont des petites structures. Là, nous, actuellement, on a 9 places. Il y a des structures plus petites, 4 places. Le jour où on sera à 30 patients jour et 23 places, on sera une des plus grosses structures de France, là aussi. De France ? Oui. Des structurations comme ça, d'hôpitaux de jour, soins de suite et réadaptation gériatrique, sont des petites structures en général de 10-14 places, pas plus. Oui, mais c'est à la fois pour le 15e qui correspond à Bordeaux. Et exactement. Alors, 23 places au maximum pour Bordeaux, ça me semble un peu court. Mais alors ça, c'est dans l'évolution de la démographie, c'est très très important, et notamment dans l'évolution des prises en charge. Pourquoi je dis qu'on aura tendance à augmenter la prise en charge en hôpital de jour au détriment de l'hospitalisation, et c'est ce que vous pouvez entendre avant la période Covid, puisque ça a un petit peu changé depuis, mais on avait tendance à entendre il y a une diminution régulière du nombre de lits. Mais c'est au détriment justement, pour ces nouvelles prises en charge, le patient n'a rien à gagner à rester à l'hôpital. En général, si on vous propose, après une opération ou pour une prise en charge, d'être à l'hôpital ou de rentrer chez vous, vous préférez toujours rentrer chez vous. Donc, la majorité préfère quand même manger chez eux plutôt que manger à l'hôpital. S'ils sont aidés par quelqu'un. Et donc, c'est de faire en sorte qu'il y ait un accompagnement de jour et des accompagnements qui permettent à la personne, ici la personne âgée, de rester à domicile le plus longtemps possible. Le développement, c'est comme ça que la politique de santé est développée aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça fait peu de place. Je trouve que c'est très peu quand même. 23 places maximum, vous avez parlé de 9. Alors, maximum. Ouais, 23 places. Après, il faut pas oublier qu'il y a dans le 15e, plus vous avez dit la périphérie. Alors non, là je parle juste du 15e. Sur nous, notre structure, et sur la PHP, on est le centre de référence sur notre groupe hospitalier Paris Centre. Donc c'est ici les Moulineaux, le 14, le 13. C'est pas beaucoup. Et il y en a un du côté du 16e, à Sainte-Périne en a un. Sainte-Périne, voilà, ouais. Sainte-Périne, oui. Donc, mais beaucoup plus petit, Sainte-Périne. Ah bon ? Beaucoup plus petit, oui. On ne se rend pas compte, finalement. Non. Et le jardin est plus... Il est très beau. C'est un des avantages de Sainte-Périne. Oui, le jardin est très bien. On n'a pas nous à Vaugirard. Merci. Pas de problème. Oui, je voudrais vous poser 3 points. Le bâtiment qui est à l'angle de la rue de Vaugelas, qui va vers Olivier de Sèvres, il y a un bâtiment où vivent, c'est un bâtiment social, où vivent des gens âgés. Il dépend de vous, ce bâtiment ? Non, il dépend, c'est la résidence, je pense que vous parlez de la résidence Vaugelas, qui dépend de la ville de Paris. C'est du centre d'action sociale de la ville de Paris. C'est un établissement du CASVP. Bon, d'accord. Pour ma curiosité, j'ai pu connaître M. Palaise, et je voulais savoir, est-ce qu'il a pris part vraiment à l'implantation de cet hôpital, ou c'est certainement pour les services rendus en général on a donné son nom ?
Non, il n'a pas pris part à la construction de l'hôpital, mais effectivement, c'était l'occasion d'accoler son nom. Alors, c'est le directeur général c'était un grand directeur général de la PHP, donc c'était l'occasion de lui rendre hommage et d'accoler son nom à un établissement de santé. Et puis alors, troisième point, est-ce que vous avez pensé à l'implantation d'animaux de compagnie? Non, parce que apparemment, c'est très bon pour le moral des gens âgés. J'ai même vu des reportages où on fait venir un cheval dans un hôpital. Ou alors avoir son animal à soi. Quelle est votre position par rapport à cette question? Alors, on reste dans un établissement. Alors, c'est toujours un petit peu particulier. On est à domicile, mais on reste dans un établissement de santé. Il ne faut pas l'oublier. On peut prendre le sujet de l'animal de compagnie. Nous, ce qu'on veut développer, et moi c'est plutôt ma position, là par exemple on a une intervention de la médiation animale, donc il y a un chien qui est dressé pour ça, qui vient voir les patients régulièrement, et les patients qui le veulent, qui le souhaitent, et c'est dans le cadre de leur projet de vie. Je trouve ça intéressant, et on a des actions ponctuelles pour faire venir alors pas des chevaux, alors pas dans les chambres, comme ça peut se voir ailleurs. On n'en est pas encore là, mais par exemple en fin d'année, au mois de septembre, on a eu l'intervention, on a fait venir une ferme, et donc on a créé devant l'hôpital des petits enclos avec une chèvre, des poules, et on a fait justement faire à nos patients un petit tour de calèche du côté de Georges Brassens. Donc ça, il faut garder un lien avec la nature, il faut garder un lien avec les animaux. Après, pour un patient, faire venir son chien, son chat, son hamster, son lapin, c'est délicat, c'est très très délicat. Mais c'est une très bonne réflexion, parce que effectivement, il y a beaucoup d'établissements qui se lancent là-dedans et qui justement font des interventions avec de la médiation animale, et de plus en plus, parce que ça crée un lien supplémentaire. Oui. Alors par contre, alors ça dépend pas de chez nous, de l'AP. Donc après, il faudrait voir avec la ville de Paris. C'est totalement indépendant de l'hôpital. C'est totalement indépendant. C'est totalement indépendant de. Parce que là, il y a des appartements, hein, d'après ce que je vois. C'est une résidence de seniors, ouais. Donc après, le gestionnaire est la ville de Paris, le centre d'action sociale de la ville de Paris. Donc il faudrait voir ça avec eux. Au final, on a assez peu de liens, on est voisins, mais on a quand même assez peu de liens avec eux. Avec deux structures qui ont des vocations, même si on est sur la personne âgée, un peu différentes. Des vocations combien à peu près d'appartements? Je ne pourrais pas vous répondre. Il ne sait pas. Pas eu l'occasion de visiter. Moi, Vous avez d'autres questions ou en fait il est 9h passé, donc il faut un petit peu écourter. Il y avait le PLU, c'est un peu ce qu'on se proposait, c'est que s'il y avait des personnes qui avaient besoin de précision, qui viennent voir directement Monsieur Luneau, parce que je pense qu'il est déjà 21h05, on ne peut pas pousser plus loin, quoi. On en est désolé et bon, je pense que ça a été de beaux échanges, et merci Monsieur Thibault pour cette présentation. C'est toujours merci de m'avoir invité. Plaisir de vous voir. Merci à tout le monde pour votre présence. Voilà, et comme l'a dit Monsieur Deschlottes, si vous avez des questions sur le PLU, n'hésitez pas à venir me voir pendant qu'on permet au service de ranger la salle. Je me tiens à votre disposition.